Seyfel est un joueur qui vient de perdre son personnage de niveau maximum lors d'une grande guerre qu'il avait organisée, mais tous ses amis se sont beaucoup amusés, il n'a donc aucun regret. Sa guerre a apparemment été si populaire qu'il a fini par recevoir une offre de l'équipe de développement du jeu, et comme il est impatient de voir ce qu'il lui réserve, il clique sur « Accepter » sans hésiter. Cependant, il aurait probablement dû lire les conditions générales, car quelques instants plus tard, il se retrouve dans une pièce étrange où des dizaines de personnes le fixent du regard, et pour ne rien arranger, ses bijoux de famille ont également disparu. Il se rend compte qu'il a été placé dans le corps de son personnage, Lufa, et que les gens semblent absolument terrifiés par lui, alors il tente de leur demander poliment ce qui se passe. Cependant, dès que Lufa ouvre la bouche, une immense pression envahit la pièce et tout le monde est plaqué au sol, face contre terre. En apparence, Lufa demande avec condescendance au groupe s'ils ont l'habitude de goûter le sol lorsqu'ils rencontrent quelqu'un de nouveau, mais à l'intérieur, Seyfel panique car il n'a aucune idée de la raison pour laquelle tout cela se produit. C'est alors qu'il se souvient que Lufa possède une compétence d'intimidation qui est probablement à l'origine de tout cela. Il essaie donc de se calmer et de la désactiver, mais il lui faut quelques minutes pour comprendre comment faire, et les gens restent donc collés au sol pendant un certain temps. Une fois que les choses reviennent enfin à la normale, Lufa s'approche d'un des elfes dans la pièce et lui demande une explication, ce qui le fait immédiatement s'évanouir de peur, mais elle finit par obtenir la réponse qu'elle cherche. Pour résumer, 200 ans se sont écoulés depuis qu'elle a été enfermée, et le seigneur démon est toujours en vie. Afin de le vaincre, le royaume a tenté d'invoquer un autre héros, ce qui explique pourquoi Lufa s'est retrouvé ici. Cela signifie que Seyfel a vraiment été aspiré dans le jeu, et il en est honnêtement très excité, mais il se rend compte qu'il doit être terrifiant d'être en sa présence alors qu'il possède le corps de Lufa, et qu'il devrait probablement partir avant qu'il ne provoque une crise cardiaque à quelqu'un. À ce moment-là, Lufa prend la parole et dit à tout le monde qu'elle comprend leur inquiétude concernant sa présence, car elle a failli conquérir le monde à un moment donné, mais elle les assure que ses jours de conquête sont terminés, donc ils n'ont pas à s'inquiéter. Cependant, elle n'a aucun intérêt à devenir leur nouvelle héroïne, alors elle leur dit qu'ils peuvent simplement l'oublier et en invoquer une autre, car elle ne restera pas. Le roi lui demande où elle compte aller, et Lufa lui répond qu'elle va simplement passer un peu de temps à apprécier ce monde tel qu'il est, mais qu'elle serait prête à revenir si le besoin s'en faisait sentir. Lufa s'en va alors, et Seyfel comprend parfaitement comment fonctionnent les ailes de Lufa, ce qui lui permet de les utiliser sans trop de difficultés. Lufa était le personnage principal de Seyfel lorsque Exgat a été lancé à l'origine, et grâce au système novateur du jeu, les actions des joueurs ont été officiellement ajoutées à l'histoire. Avec tout le temps et l'argent que Seyfel a dépensé pour hisser Lufa au sommet du classement, elle est généralement reconnue comme l'un des personnages les plus terrifiants de ce monde. Il aurait pu rester en tête du classement pour toujours s'il l'avait voulu, mais cela aurait été beaucoup trop ennuyeux. Il a donc conclu un accord avec tous les meilleurs joueurs du jeu à l'époque et a demandé à tout le monde de se diviser en deux factions, la lumière et les ténèbres, afin qu'ils puissent se livrer à une guerre totale. Cette guerre aboutit à l'emprisonnement de Lufa dans un sous-espace après sa défaite. Si cela a beaucoup amusé Seyfel, pour ce monde, c'était la réalité, et Lufa est donc presque universellement crainte ici pour ce qu'elle a fait. Il faut savoir que pendant toute la durée de leur petite guerre, Seyfel et ses amis ont complètement ignoré l'objectif principal du jeu, qui était de tuer le seigneur démon. Si bien qu'Orm est toujours en vie depuis que Lufa a été enfermée, mais cela n'est pas sa priorité absolue, elle s'en occupera plus tard. Pour l'instant, elle veut simplement découvrir le monde du jeu qui est désormais devenu réalité. La première étape de Lufa est son ancienne base d'opération au sommet de la montagne, et le spectacle est vraiment impressionnant. Certes, elle est un peu délabrée après 200 ans de poussière, mais c'est tout de même incroyable de la voir en personne. Lufa s'assoit sur le trône, et Seyfel se met à repenser à tous les bons moments qu'il a passés avec ses amis dans cet endroit. Il se souvient à quel point il s'amusait à discuter de tout et de rien, mais il se rend compte que ces discussions avaient lieu dans un chat de groupe, alors pourquoi s'en souvient-il comme s'il y était en personne? À ce moment-là, Lufa remarque quelqu'un qui s'approche, ce qui la met sur les nerfs car la base devrait être vide, mais lorsqu'elle regarde, elle s'aperçoit qu'il s'agit d'une fille aux cheveux bleus nommée Dina. Elle est très excitée de voir Lufa car elle attend son retour depuis 2 siècles, mais Lufa n'a aucune idée de qui est cette fille. Dina est incroyablement blessée de réaliser que Lufa l'a oubliée alors qu'elle était sa conseillère la plus fidèle, mais Lufa ne se souvient pas avoir jamais eu besoin d'une conseillère. Cependant, maintenant qu'il y pense, Seyfel se souvient que lorsqu'il a construit cette base, il a pensé que ce serait cool d'avoir un PNJ en arrière-plan pour rendre l'endroit plus vivant, alors il a placé Dina et l'a simplement laissée là. Elle a dû prendre conscience de son existence lorsque ce monde est devenu réalité, et Seyfel se sent un peu coupable puisqu'elle est restée coincée ici toute seule pendant 200 ans. Lufa joue donc le jeu et dit qu'il est impossible qu'elle ait oublié Dina. Elle remercie Dina d'avoir protégé la base pendant son absence, et Dina est extrêmement reconnaissante d'entendre ces mots gentils de la part de Lufa. Mais cela mis à part,
Avec tout le temps qui s'est écoulé, Lufa n'est pas au courant de l'état actuel du monde, alors elle demande à Dina de lui donner un petit cours d'histoire pour se mettre à jour sur les affaires modernes. Dina répond qu'elle serait ravie de lui expliquer tout ce qu'elle sait, alors elle raconte à Lufa qu'après sa défaite, les 7 héros ont fondé leur propre nation. 4 d'entre eux sont déjà morts de causes naturelles au cours des 200 dernières années, mais les 3 qui ont une plus longue durée de vie sont toujours en vie. Lufa ne peut s'empêcher de se demander si les héros de ce monde sont vraiment toujours ses amis, ou s'ils sont devenus des PNJ, alors il prévoit de leur rendre visite tôt ou tard. Dina explique ensuite que le roi démon Orm est toujours en vie, principalement parce que les 7 héros n'ont pas réussi à le vaincre après avoir scellé Lufa. Dina ajoute que les 12 étoiles célestes de Lufa sont toujours là, même si la plupart ont pris des chemins différents. Les 12 étoiles sont un groupe de monstres PNJ rares et puissants que Seyfel a rassemblés parce qu'il trouvait cool d'avoir une petite armée de généraux d'élite à son service. Lufa demande à Dina s'il y a du nouveau concernant les 12 étoiles, et elle répond qu'elle connaît l'emplacement de 6 d'entre elles, mais que 2 de ces 6 semblent avoir rejoint l'armée démoniaque dans le but de se venger des héros qui ont scellé Lufa. Lufa est un peu déçue d'apprendre que certains de ses serviteurs ont rejoint l'armée démoniaque après sa défaite, car leur querelle n'était pas si grave, et elle va donc devoir les réprimander une fois qu'elle les aura retrouvés. Cela mis à part, elle est contente d'avoir au moins quelque chose à faire maintenant. Son plan initial était simplement d'explorer le monde pour le plaisir et de découvrir si les 3 héros restants étaient des joueurs comme elle, mais elle doit d'abord rassembler les 12 étoiles célestes, car elle serait responsable si l'une d'entre elles causait des problèmes sans raison. Elle demande à Dina de lui indiquer l'emplacement de la première étoile céleste, alors celle-ci consulte une carte et lui montre un endroit appelé Svel. C'est là que l'un des héros vit depuis quelques années, et l'étoile céleste, Bélier, tente de l'envahir depuis des mois. Maintenant qu'elle sait où trouver Harry, elle se met immédiatement en route pour le retrouver, mais Dina lui crie de revenir, car elle ne peut pas partir sans faire de préparatifs. Tout d'abord, Lufa n'a pas d'argent sur elle, et Dina aurait été prête à lui en donner, mais l'inflation est un problème, et elle a attendu si longtemps que tout l'argent qu'elle avait est pratiquement sans valeur maintenant. Lufa répond qu'elle peut gagner de l'argent en chemin, mais Dina lui dit que personne ne voudra faire affaire avec la légendaire conquéreuse. Lufa rétorque que personne ne reconnaîtra son visage après 200 ans, mais on lui rappelle que des races comme les elfes existent et que beaucoup d'entre eux savent sûrement qui elle est, d'autant plus que le royaume a probablement émis un avertissement public concernant son arrivée. Cependant, si Lufa veut gagner de l'argent, Dina connaît un travail qu'elle peut faire et qui ne nécessite pas de vérification des antécédents, l'aventure. Pour commencer, Dina conduit Lufa à la ville marchande de Yétélé, mais elle attirait trop l'attention avec ses ailes sombres exposées, alors Lufa les cache dans sa cape surdimensionnée pour se déguiser. Elle déteste le fait qu'il soit si inconfortable de se déplacer ainsi, mais elles n'ont pas vraiment le choix dans cette situation, elle devra donc s'en accommoder pour l'instant. Une fois arrivée à la guilde des aventuriers, Lufa mentionne qu'elle ressent une certaine nostalgie à l'idée de revenir dans ce repère de marginaux et de dégénérés, car selon ses connaissances, elle était aventurière avant de fonder sa nation obscure. Cependant, elle se rend vite compte à quel point il est étrange qu'elle éprouve un sentiment de nostalgie, alors que c'est techniquement la première fois qu'elle met les pieds dans la guilde. Dina remarque que Lufa semble perdue dans ses pensées, alors elle lui demande si quelque chose ne va pas, mais celle-ci élude la question et répond qu'elle devrait aller jeter un œil au tableau d'affichage des offres d'emploi. Alors qu'elle consulte le tableau d'affichage, Dina repère une mission qui rapporte 3000 pièces, et tout ce qu'elles ont à faire est de retrouver plusieurs chats perdus. Lufa reconnaît que cela semble être une très bonne affaire, mais cela leur prendrait une éternité pour retrouver les chats, et elle préfère ne pas passer une semaine sur une quête secondaire, alors elle continue à chercher. C'est alors qu'ils trouvent un travail de chasse intéressant. Ils seront payés 1500 pièces et tout ce qu'ils ont à faire est de chasser quelques orques, ce que Lufa trouve parfait. Les orques ont 3% de chance de laisser tomber leur viande à leur mort, et si vous mangez leur viande, votre santé maximale augmente, elle va donc en profiter pour gagner un peu de HP pendant qu'ils sont là-bas. Plus tard dans la journée, les deux arrivent au village où la demande a été faite, et ils parlent au chef du village, un vieil homme fatigué qui veut juste en finir une fois pour toutes. Il explique que les orques ravagent leur village depuis longtemps, kidnappant leurs femmes, tuant leurs hommes et détruisant tout ce qu'ils ont construit. Il supplie les deux héros de se débarrasser d'eux pour le bien du village, et Dina lui assure joyeusement qu'il n'a pas à s'inquiéter, car Lufa va sans aucun doute éliminer ces orques. Il leur est très reconnaissant de leur aide. Cela dit, il se dirige vers la forêt pour retrouver le repère des orques, et il ne tarde pas à le trouver, avec 2 orques postés devant pour faire le guet. Lufa se prépare alors à attaquer. En y réfléchissant bien, elle n'a pas vérifié son écran de statistiques depuis son arrivée, alors elle l'ouvre et, heureusement, elle dispose toujours de toutes ses capacités de niveau maximum. Tuer les orques ne devrait donc pas être difficile, mais elle n'est pas sûre d'être mentalement prête pour cela, car tuer ces créatures à l'écran est complètement différent de les tuer dans la vie réelle. Elle active l'une de ses capacités et crée une 12aine d'épées à ses côtés avant de les lancer directement sur les orques. Le résultat est absolument répugnant,
mais pour une raison quelconque, Lufa se sent étrangement calme. Quelques instants plus tard, le nid d'orques est alerté de la présence d'un intrus, et ils se précipitent tous pour encercler Lufa en quelques secondes. Ils ont également un orque vraiment énorme comme chef, ce qui mettrait n'importe quel aventurier normal en difficulté, mais lorsqu'ils lancent leur attaque contre Lufa, ils sont tous si lents qu'ils semblent à peine bouger. La différence est telle qu'elle se rend compte qu'elle n'aura probablement même pas besoin de créer d'autres épées pour les affronter, alors elle se met à leur sauter dessus et commence à leur couper la tête à toute vitesse. Elle est si rapide que le chef des orques n'a aucune idée de ce qui se passe. Tout ce qu'il voit, ce sont les têtes de ces hommes qui s'envolent de leur corps. Elle s'arrête alors et regarde le grand gaillard juste pour lui dire « Eh, je viens d'anéantir toute ta troupe, qu'est-ce que tu vas faire ?» Il se déchaîne pour essayer de l'écraser au sol, mais il est complètement dépassé, car Lufa est pratiquement une catastrophe ambulante et il n'est qu'un obstacle sur son chemin. Sans blague, tout ce qu'elle a fait au roi des orques, c'est lui donner un petit coup de poing sur la tête, et une seconde plus tard, un trou béant était percé dans son crâne. Elle est tout simplement trop forte. Une fois que Lufa a terminé son massacre, Dina commence à récolter certains des cadavres d'orques, et elle est ravie de découvrir que celui-ci a encore son filet intact. Selon Dina, la vitalité d'un orque est stockée dans son filet, et s'il n'est pas endommagé, le manger transfère cette vitalité à celui qui le mange. Elle propose d'en préparer pour Lufa une fois qu'elles seront de retour, alors elle crée plusieurs portails et range les cadavres. Lufa n'avait aucune idée que Dina avait un tel pouvoir, mais la téléportation leur sera certainement utile à un moment ou à un autre. Pour l'instant, cependant, il est temps pour elle de sauver toutes les personnes qui ont été kidnappées par les orques. À la grande surprise de Dina, après avoir libéré toutes les femmes, elle constate qu'elles semblent toutes en parfaite santé. Lufa ne trouve pas cela si étrange, car dans l'univers du jeu, les orques sont en réalité très gentils avec les femmes. Ils sont juste très laids et ont un charisme incroyablement faible, donc ils ne prennent même pas la peine d'essayer de séduire qui que ce soit et passent directement au kidnapping. Dina est choquée d'entendre cela, car elle ne peut imaginer que des monstres aussi hideux puissent être des gentlemen. Mais quelle que soit la façon dont ils traitent leurs captives, cela ne change rien au fait qu'ils kidnappent quand même les femmes. Alors Lufa crée un point de pierre géant et détruit la grotte pour s'assurer qu'il n'y ait aucun survivant. Dina demande à Lufa si elle souhaite qu'elle efface la mémoire des filles, car elle aimerait qu'elles se souviennent des visages hideux des orques qui les ont kidnappées. Mais la réaction sincère de Lufa est « Pourquoi suggères-tu si naturellement d'effacer leur mémoire, comme si c'était quelque chose de normal ?» Elle demande à Dina s'il est vraiment possible d'effacer la mémoire de quelqu'un, et celle-ci répond « C'est très facile. » En fait, si elle le voulait, elle pourrait manipuler et réécrire la personnalité d'une personne. Mais outre le fait qu'il soit effrayant que Dina puisse faire cela sur un coup de tête, Lufa ne pense pas qu'il soit nécessaire de modifier la mémoire de qui que ce soit à propos d'un incident comme celui-ci. Il suffit de ramener les filles saines et sauves à leur village, alors Lufa invoque un golem et lui demande de transporter tout le monde pendant le voyage de retour. Cette mission s'est très bien déroulée, mais Lufa ne peut s'empêcher de se demander pourquoi personne d'autre ne l'avait accepté avant leur arrivée. Dina explique que c'est parce qu'il n'y avait aucune incitation à prendre le risque, mais cela n'a aucun sens pour elle, car la vitalité du filet d'ORC aurait été une raison plus que suffisante pour relever le défi. Cependant, Dina informe Lufa que la plupart des gens ne prendraient pas le risque parce que, pour faire simple, les guerriers de cette époque sont nuls. Par exemple, Dina dit que la nation qui a invoqué Lufa s'appelle le Royaume de l'Épée, et elle veut qu'elle devine quel est le niveau du plus fort épéiste du royaume. Comme il s'agit de leur plus fort combattant, Lufa suppose que ce type doit être aussi fort qu'elle, mais à sa grande surprise, on lui dit que le meilleur épéiste du royaume n'est qu'au niveau 120. Cela n'a aucun sens, car elle sait pertinemment que de nombreuses personnes ont atteint le niveau 1000 en même temps qu'elle dans le jeu, mais Dina lui rappelle que ces personnes appartenaient toutes à l'époque précédente et qu'elles étaient, pour être franc, les plus acharnées des acharnées. De manière réaliste, pour atteindre le niveau 1000, il faudrait se battre sans cesse, chaque seconde de chaque jour, et consacrer toute sa vie à devenir plus fort, ce que les gens de cette génération ne peuvent tout simplement pas faire, du moins pas sans mourir dans le processus. Lufa comprend maintenant pourquoi il serait difficile pour les gens de ce monde d'atteindre le niveau maximum, car pour elle, ce n'était qu'un jeu, il était donc naturel de grimper autant de niveaux que possible, mais pour les gens de ce monde, c'est leur seule et unique vie, ils ne voudraient donc pas la gaspiller. Lufa et Dina finissent par revenir au village, et les villageois sont tous très heureux de se retrouver. Les femmes sont toutes extrêmement reconnaissantes envers Lufa de les avoir ramenées chez elles, et Lufa est heureuse de les voir toutes si joyeuses, mais si elle connaissait sa véritable identité, elle ne serait peut-être pas aussi gaie à présent. Le chef du village remet à Lufa et Dina la récompense convenue, et après avoir vérifié, Dina confirme que tout y est, alors ils sont prêts à partir. Cependant, avant leur départ, le chef demande à Lufa si le village peut vraiment garder son golem. Lufa répond qu'elle ne voit pas d'inconvénient à le laisser derrière elle, et qu'il devrait simplement l'utiliser comme gardien pour protéger le village au cas où d'autres orques se présenteraient un jour.
Le chef est tellement touché par la gentillesse de Lufa qu'il en conclut qu'elle doit être une messagère de Dieu, mais cela est loin d'être la vérité. Lufa décide qu'il est temps de partir, mais avant qu'elle ne le fasse, les villageois lui demandent au moins de leur dire son nom afin qu'ils sachent comment appeler leur sauveuse. Sans réfléchir, Lufa tente de révéler son identité, mais Dina intervient et donne aux villageois une fausse identité à la place. Lufa est furieuse que Dina l'ait interrompue ainsi, mais elles en ont déjà discuté. Si quelqu'un découvrait la véritable identité de Lufa, cela provoquerait une panique générale, et elles ne peuvent pas se le permettre. Comme elles ont désormais assez d'argent pour couvrir leurs frais de voyage, rien ne les empêche de se rendre directement à Sfel, mais Lufa ne peut pas s'en réjouir outre mesure, car la seule raison pour laquelle elles s'y rendent est d'empêcher l'une de ses 12 étoiles, Harry, de continuer à l'attaquer. Elle doit également confirmer si les héros survivants sont vraiment ses anciens compagnons, c'est pourquoi sa première étape sera de rencontrer Meugré. Alors qu'ils approchent de la ville, Lufa commence à remarquer plusieurs jolies lumières flottant tout autour d'eux. Elle demande à Dina ce que c'est, et celle-ci lui explique que ces lumières sont de petites particules de mana qui flottent dans les airs car la terre ici est très riche. Elle dit que c'est la preuve qu'ils se rapprochent de Sfel, et en fait, Dina peut déjà la voir d'ici. Elle semble très enthousiaste d'être ici, mais Lufa ne voit pas ce qu'il y a de si génial, car pour elle, cela ressemble à une ville aquatique ordinaire. Elle se dirige vers la porte d'entrée, où un garde leur crie que toute personne souhaitant entrer dans la capitale doit présenter son passeport. Lufa ne savait pas qu'il fallait un passeport pour entrer dans la ville, alors elle commence à s'inquiéter qu'elle ne puisse pas entrer. Cependant, Dina n'est pas du tout inquiète, car elle possède la compétence parfaite pour cela, la falsification de documents. Elle s'approche simplement du garde et lui présente 2 passeports qu'elle a créés pour elle-même et Lufa. Après les avoir vérifiés, le garde est convaincu qu'ils sont authentiques et autorise les 2 femmes à entrer dans la ville. Alors qu'ils marchent dans les rues, Dina explique à Lufa que la ville de Sfel a été fondée par le sage elfe Meugré et qu'elle est réputée pour la richesse de ses connaissances magiques. Cette région est également particulièrement riche en mana ambiant, ce qui attire de nombreux mages et érudits qui viennent ici dans l'espoir d'approfondir leurs connaissances en magie. Dina demande quel est leur objectif dans la ville aujourd'hui, et Lufa lui répond qu'elle prévoit d'abord de rendre visite à Meugré, car elle a beaucoup de choses à lui dire. Dina panique en entendant cela, car elle pense que Lufa a l'intention de prendre d'assaut le château de Meugré, mais celle-ci lui assure qu'il s'agit simplement d'une visite amicale. Après tout, Harry a causé beaucoup d'ennuis injustifiés à Meugré, et elle doit encore lui présenter ses excuses pour cela. Mais avant cela, Lufa dit qu'elle aimerait se rendre à la bibliothèque, car il y a encore beaucoup de choses qu'elle ignore sur l'histoire de ce monde. Elle commence à demander leur chemin pour se rendre à la bibliothèque la plus proche, jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme nommé Grants. On devine que Lufa et Dina sont nouvelles en ville, car pratiquement tout le monde sait que toutes les bibliothèques se trouvent dans la partie A, mais comme il a du temps libre, il leur propose de les y conduire. Dina le remercie et se présente comme une marchande ambulante accompagnée de Lufa, son employée suspecte, mais Lufa lui marche sur le pied au milieu de sa phrase pour la faire taire, car qui diable présenterait son compagnon comme suspect. Grant trouve clairement que Lufa a l'air suspecte, mais il n'a pas l'intention de lui en vouloir, car il est sûr qu'elle a ses raisons, et Lufa lui est reconnaissante de sa compréhension. Alors que Grant les guide à travers la ville, Dina remarque à quel point tout le monde est animé ici, et Grant reconnaît que les gens sont effectivement joyeux, mais comme la ville est attaquée par Harry depuis plusieurs années, la plupart des gens ne s'installent pas ici. Lufa prend un air un peu amer, car elle se rend compte que la situation ici est en quelque sorte de sa faute, et Grant le remarque, mais il suppose qu'elle doit simplement être inquiète à l'idée d'être attaquée par Harry pendant son séjour ici, alors il la rassure en lui disant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car le système de défense de la ville est impénétrable. Il lui explique que tout le lac qui entoure la ville est en fait un golem créé par Meugré, et que chaque fois qu'Harry a attaqué jusqu'à présent, il a été repoussé par le golem gardien de la ville. Lufa scanne le lac et découvre qu'il s'agit bien d'un golem. Même si le niveau 500 ne lui semble pas très impressionnant, le million de points de HP dont il dispose est sans aucun doute une statistique incroyable. Si Meugré a été capable de créer une telle chose, c'est qu'il doit être vraiment doué. Grant s'indique ensuite à Lufa et Dina où se trouve le monorail de la ville et leur explique qu'il leur permettra de rejoindre la partie et en un rien de temps. Dina et Lufa devront continuer seuls à partir de là, il le remercie donc pour son aide et il leur souhaite bonne chance pour leur visite à la bibliothèque. Alors que Grant s'éloigne, Lufa jette un coup d'œil rapide à sa fiche de statistiques et constate qu'il est au niveau 82. C'est techniquement très bas, mais selon les normes des combattants de cette époque, Grant c'est l'un des plus forts. Dina demande à Lufa de l'accompagner pour prendre le monorail, et maintenant qu'elle y pense, elle ne se souvient pas avoir vu de monorail dans le jeu original. Une fois arrivée à la bibliothèque, Lufa se dirige directement vers la section Histoire afin de découvrir ce qui s'est passé pendant les 200 années où elle a été enfermée, mais en fouillant dans les rayons, elle trouve quelques livres qui semblent assez inhabituels. Par exemple, ces 3-là expliquent que les 7 héros ont été idiots d'emprisonner Lufa, et elle trouve étrange que la bibliothèque soit autorisée à posséder des livres de ce genre alors que la ville est dirigée par Meugré,
l'un des 7 héros. Dina rappelle à Lufa que Maigret n'a pas instauré de dictature ou quoi que ce soit d'autre, donc les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent à son sujet, et ce n'est pas tant qu'ils n'aiment pas les 7 héros, mais plutôt qu'ils ne pensent pas que Lufa était mauvaise au départ. Si les gens la craignaient certainement à l'époque, au cours des 200 dernières années, cette peur s'est estompée et certains ont commencé à réaliser que le règne de Lufa n'était pas si mauvais. Selon l'un des livres d'histoire, Lufa était un être mystérieux aux ailes noires qui est apparu de nulle part et a unifié le monde sous son règne en un clin d'œil il y a 200 ans. Bien qu'elle fût stricte, elle n'était pas une tyran, et beaucoup vivaient mieux sous son règne, mais l'humanité finit par rejeter son autorité et l'emprisonna afin de retrouver son autonomie. Cela n'aurait pas posé de problème en soi, mais la seule chose qui tenait les démons à distance pendant tout ce temps était la menace que représentaient Lufa et ses 12 étoiles. Une fois qu'elle fut emprisonnée, l'armée des démons profita de la situation et se souleva pour détruire l'humanité. Naturellement, les héros ont tenté de les arrêter, mais leurs pouvoirs ont été insuffisants et ils ont fini par être vaincus. Depuis lors, une grande partie des terres appartenant à l'humanité a été lentement conquise par les démons, et aujourd'hui, l'humanité est sur le point d'être complètement anéantie. Lufa commence à paniquer intérieurement après avoir entendu cela, car elle n'avait aucune idée que le monde était au bord de la destruction. La guerre qu'elle a déclenchée n'était censée être qu'un événement amusant entre joueurs, mais personne ne l'avait prévenue que sa décision plongerait le monde dans une situation aussi désastreuse. La visite à la bibliothèque a aidé Lufa à comprendre ce qu'elle devait faire, et elle dit à Dina qu'elles doivent partir immédiatement à la recherche d'Harry. Cependant, quelques instants plus tard, la ville entière se met à trembler lorsqu'un violent séisme secoue ses fondations. L'alerte est immédiatement donnée, et tous les mercenaires disponibles sont appelés aux frontières pour se préparer à une attaque imminente. Lufa examine les dégâts causés et demande à Dina s'il est normal qu'une ville comme celle-ci subisse des tremblements de terre de cette magnitude. D'après ce que sait Dina, cela n'arrive presque jamais. Alors Lufa en conclut que cela doit être le résultat d'une des compétences d'Harry et qu'il doit être en route pour lancer une attaque à grande échelle. Il n'y a pas de temps à perdre, alors Lufa crée un planeur et dit à Dina de monter immédiatement. Alors qu'il vole vers le chaos, Lufa réfléchit à la situation et rien de tout cela n'a de sens pour elle. Elle sait qu'Harry a toujours été un monstre mouton inoffensif et qu'il n'est pas dans son caractère d'envahir une nation comme celle-ci à plusieurs reprises, alors elle se demande si c'est vraiment parce qu'elle a été enfermée. D'autre part, elle se demande pourquoi elle a des souvenirs d'Harry, puisqu'elle n'a jamais interagi avec lui dans le jeu. Mais sa principale préoccupation pour l'instant est de l'arrêter, elle pourra s'inquiéter de ses souvenirs plus tard. Quand Harry était un petit agneau, il errait seul dans la forêt et tomba par hasard sur Lufa. Elle fut surprise de voir un mouton arc-en-ciel ici, car c'est un monstre légendaire qui ne naîtrait qu'une fois tous les 500 ans. Mais lorsqu'elle s'approcha, il recula de peur et se mit à pleurer. Lufa remarqua ses larmes et, à son avis, le mouton était probablement en fuite depuis sa naissance, se cachant à la fois des monstres et des humains, car un seul fil de sa laine avait plus de valeur que l'or. Elle ne niait pas qu'il avait une bonne raison de pleurer, mais elle lui demanda à quoi bon verser toutes ses larmes. Elle lui dit que s'il est bouleversé par sa situation, il ferait mieux d'être prêt à riposter contre ceux qui le poursuivraient. Sinon, il ferait mieux de se préparer à vivre le reste de sa vie noyé dans le chagrin. Le mouton prit ses paroles à cœur et attaqua Lufa pour montrer sa détermination à devenir plus fort. Elle aimait son esprit combatif, alors elle le calma et lui demanda de la suivre. Elle lui dit qu'elle n'était pas encore au sommet de sa puissance, mais qu'un jour, elle conquérait le monde entier, et qu'elle voulait qu'il devienne son premier compagnon. Elle lui demanda s'il avait déjà un nom, et le mouton secoua la tête pour lui dire que non. Lufa leva alors les yeux vers les étoiles avant de trouver le nom d'Harry. Du moins, c'est ainsi que l'histoire se déroula. À présent, Gantz et ses hommes se précipitent tous pour intercepter les forces d'Harry, car il s'agit clairement du début d'un assaut total. Une fois arrivé sur le front, il aperçoit une immense armée de monstres marchant lentement vers les portes de la ville, et il commence à s'inquiéter, car il n'y a aucun moyen de les retenir tous jusqu'à ce que l'armée principale soit prête à combattre. Le tremblement de terre qui s'est produit plus tôt devait être la déclaration de guerre d'Harry, car malgré sa haine à leur égard, Lufa avait établi une règle selon laquelle il n'était pas autorisé à attaquer sans avoir d'abord déclaré la guerre, et depuis, il avait suivi cette règle à la lettre. Peu de temps après, les forces avancées de la ville arrivent, et l'ordre est donné à tous les mages et archers de tirer avant que les monstres ne se rapprochent trop. Après avoir décimé les monstres, les soldats lancent leurs charges, car ils doivent les tenir à distance jusqu'à l'arrivée des renforts. Gantz est en tête et commence à abattre les monstres à gauche et à droite, mais même s'il s'en sort plutôt bien, ses subordonnés ne sont pas aussi forts que lui, et beaucoup d'entre eux sont massacrés. À ce rythme, Gantz pense qu'ils ne tiendront pas longtemps. Cependant, alors que les troupes sont sur le point d'être submergées, d'innombrables pics de glace tombent du ciel, et lorsque les soldats se retournent vers la ville, ils aperçoivent Maigret et Levia, le golem d'eau. Ils sont tous soulagés que leur divinité protectrice soit arrivée, et Maigret leur dit qu'ils peuvent tous se retirer maintenant, car Levia s'occupera du reste.
Il donne alors l'ordre à Levia d'attaquer, et en quelques instants, des dizaines de monstres sont anéantis d'un seul coup. Pendant ce temps, Lufa observe le combat à distance, et elle avait prévu d'intervenir si la situation devenait critique, mais avec Levia et Maigret sur place, il semble que son aide ne sera finalement pas nécessaire. En parlant de Maigret, Lufa décide de vérifier ses statistiques pour voir si elles sont toujours aussi bonnes que lorsqu'elle jouait avec lui, mais à sa grande surprise, il n'est plus qu'au niveau 500 et souffre d'un malus appelé « malédiction des vaincus ». Lufa n'a jamais entendu parler d'une telle malédiction, elle demande donc à Dina si elle sait de quoi il s'agit. D'après les rumeurs qu'elle a entendues, après que les héros aient échoué à vaincre le Seigneur Démon, ils ont tous été frappés d'une malédiction qui a scellé la moitié de leur pouvoir, ce qui explique pourquoi Maigret est tellement plus faible qu'avant. Et maintenant que Dina y pense, si Maigret ne peut plus utiliser toute sa puissance, cela signifie qu'il ne peut plus créer de golem comme Levia, donc si elle tombe, la ville sera vraiment condamnée. Soudain, le sol se met à trembler alors qu'un monstre géant s'approche du flanc de la montagne, et ce n'est autre qu'Harry. Après un bref face-à-face, Harry et Levia s'affrontent, et comme l'élément d'Harry est le feu, Maigret pense que Levia devrait avoir l'avantage dans une confrontation directe. Levia utilise une attaque en spirale d'eau, forçant Harry à reculer dans un premier temps, mais celui-ci revient à la charge avec une énorme boule de feu peu après. Au premier abord, on dirait que la boule de feu a complètement manqué Levia, mais Harry ne la visait pas du tout. Sa véritable cible était Maigret depuis le début. Heureusement, juste avant que la boule de feu ne le touche, Levia a réussi à s'interposer et à éteindre l'explosion. Maigret envoie alors Levia comme un raz-de-marée pour repousser Harry, mais celui-ci utilise une technique de saut enflammé pour la franchir et se dirige droit vers Maigret. Maigret érige une barrière pour se défendre, mais comme il n'a plus que la moitié de sa force d'antan, Harry finit par le submerger et briser son bouclier. Cependant, avant qu'il ne puisse percer, Levia se faufile derrière Harry et le prend en étranglement. Les soldats commencent à encourager Levia pour qu'elle mette fin à tout cela, et Dina demande à Lufa comment elle pense que cela va se terminer. En ce qui concerne cette bataille, Lufa dit que Levia va gagner, mais cela ne signifie pas qu'elle va gagner la guerre. Levia a perdu beaucoup de points de vie en encaissant toutes les attaques d'Harry, et il est probable que c'était l'objectif d'Harry depuis le début. Il savait qu'il ne pourrait pas battre Levia dans un combat en tête-à-tête, alors il a prévu de réduire sa santé à néant par des attaques constantes et des retraites, afin de pouvoir l'attaquer à nouveau à l'avenir. Lufa est impressionné par le fait qu'Harry ait été capable de réfléchir de manière suffisamment logique pour comprendre que Levia ne pourrait pas le poursuivre une fois qu'il se serait retiré, et qu'une série constante d'invasions périodiques lui garantirait une victoire finale. Cependant, Lufa ne peut pas laisser son plan aller plus loin, car il serait dangereux de détruire Levia. Elle devra donc s'occuper de lui elle-même. Elle attrape Dina et saute sur le champ de bataille. Alors qu'Harry s'apprête à lancer une autre puissante explosion, Lufa le projette à travers la chaîne de montagne d'un coup de pied. Tout le monde est complètement incrédule en voyant le monstre terrifiant projeté en l'air en un instant, et Maigret se demande qui peut bien posséder un tel pouvoir. Mais même si Lufa cache toujours son identité, dès qu'il entend sa façon de parler, il comprend en quelque sorte. Lufa ne veut encore rien confirmer ni infirmer, alors elle dit à Maigret qu'elle s'occupera d'Harry toute seule et qu'elle reviendra ensuite pour discuter avec lui. Cependant, avant qu'elle ne parte, Maigret lui dit qu'il y a quelqu'un dans les coulisses qui manipule la soif de vengeance d'Harry, et qu'elle doit donc être prudente. Comme cet avertissement vient d'un vieil ami, Lufa répond qu'elle en tiendra compte, puis s'envole pour affronter Harry. Une fois devant lui, Harry lui demande qui elle est, ce qui la surprend, car lorsqu'elle jouait au jeu, Harry ne faisait que bêler, elle ne savait donc pas qu'il pouvait parler. Cela mis à part, comme Harry ne semble pas la reconnaître, elle active sa compétence d'intimidation, et dès qu'Harry ressent la pression terrifiante qui émane d'elle, il se souvient de son maître. Cependant, même si elle se tient juste devant lui, Harry refuse toujours de croire que c'est elle, car il est sûr que Lufa est morte depuis longtemps. Lufa n'est toujours pas sûre de pouvoir être considérée comme l'original, car elle a techniquement été réincarnée, mais quoi qu'il en soit, il s'agit bien du corps de Lufa elle-même. Elle ne veut pas perdre de temps à essayer de convaincre Harry avec des mots, alors elle lui dit que s'il ne croit vraiment pas que c'est elle, il est libre de venir tester sa force par lui-même, et par courtoisie, elle promet de ne pas trop lui faire de mal. Harry hésite un instant, car la femme devant lui ressemble vraiment à Lufa, mais il se convainc qu'elle doit être un imposteur, car il est impossible que son maître soit revenu. Il se prépare à attaquer de toutes ses forces, et Lufa commence à s'exciter, car c'est la première fois qu'elle affronte un monstre qui devrait être assez fort pour survivre à ses attaques. Ce sera donc son premier vrai combat. Harry charge Lufa avec toute son intensité. Cependant, après l'avoir repoussé de quelques centaines de mètres, Lufa arrête facilement son élan d'une seule main et lui dit qu'il est effectivement devenu plus fort qu'il ne l'était il y a 200 ans. Harry tente continuellement de la repousser, mais Lufa ne bouge pas d'un pouce et elle le trouve même adorable de faire autant d'efforts. En récompense de ses efforts, elle lui dit qu'elle va lui faire un câlin. L'instant d'après, Harry est soulevé du sol par la tête.
Lufa le projette alors directement en l'air, mais elle est loin d'en avoir fini, alors elle s'envole à sa poursuite, et une fois arrivée au-dessus du corps d'Harry, elle dit qu'elle va le caresser doucement. Lufa frappe alors Harry avec la force d'un camion de 10 tonnes, le projetant au sol. Mais avant qu'il ne touche terre, elle vole sous lui et décide de lui caresser également le menton, renvoyant Harry dans les airs. Les spectateurs assistent au spectacle dans un silence stupéfait, car ils n'ont jamais vu une telle démonstration de puissance auparavant. Lufa finit par écraser Harry au sol, le laissant à l'état de crêpe, mais elle n'en a pas encore fini. Harry commence à brûler d'un feu bleu brillant, et Lufa suppose que c'est son attaque la plus puissante, alors elle lui dit de lui donner tout ce qu'il a. Il charge à une vitesse incroyable, et avec un grand sourire sur le visage, Lufa s'avance pour l'intercepter, provoquant une explosion massive visible à des kilomètres à la ronde. Une fois la poussière retombée, nous voyons que Lufa a une fois de plus arrêté Harry avec la paume de sa main, puis elle le projette dans les rochers d'un simple mouvement du doigt. Elle demande à Harry s'il doute encore qu'elle soit la vraie Lufa, mais tout à coup, il sautore des décombres et reprend sa forme humaine pour s'excuser auprès de Lufa de son comportement stupide. Lufa est d'abord choquée, car elle savait qu'Harry avait une forme humaine, mais elle ne se souvient pas l'avoir conçu comme un fanbois. Mais maintenant qu'elle y pense, elle se souvient d'une discussion de groupe où elle et ses amis avaient décidé de donner à Harry un design fanbois pour plaisanter, et elle avait choisi de suivre le mouvement. 20 minutes plus tard, Harry cesse enfin de pleurer et de s'excuser, alors Lufa jette un œil à son écran de statistiques. Son niveau est toujours le même que lorsque Lufa jouait au jeu, mais ses capacités se sont considérablement améliorées, ce qui doit être le résultat de tout le travail acharné d'Harry au cours des 200 dernières années. Elle dit à Harry qu'elle est en mission pour récupérer ses 12 étoiles célestes, et qu'il est sa première étape, donc elle n'acceptera pas de refus. Harry est heureux que Lufa soit venu le chercher en premier, et il accepte de se joindre à elle pour sa mission une fois de plus, mais il a d'abord quelques questions à poser, comme qui est cette femme aux cheveux bleus là-bas. Dina n'arrive pas à croire qu'Harry ne se souvienne vraiment pas d'elle, alors elle court vers lui, le regarde dans les yeux et lui rappelle qu'elle a toujours été aux côtés de Lufa. Tout à coup, Harry se souvient vaguement de Dina debout à côté du trône de Lufa, mais étant donné qu'elle a le pouvoir de modifier les souvenirs, je commence à avoir quelques soupçons. D'après ce dont Harry se souvient, Dina n'a littéralement jamais bougé de cet endroit, il a donc supposé qu'elle était un meuble, mais il est surpris de découvrir qu'elle peut parler. Entendre Harry la traiter de meuble contrarie beaucoup Dina, qui s'éloigne et boude. Lufa rit doucement, car elle non plus ne savait pas qui était Dina au début, mais celle-ci lui a été d'une grande aide depuis son arrivée, et elle demande donc à Harry de ne pas trop se moquer d'elle. Lufa demande à Harry pourquoi il essayait d'envahir la ville, alors il lui répond qu'il l'a fait uniquement parce qu'il voulait venger Lufa après ce que les humains lui avaient fait. Après tout, s'il ne l'avait pas enfermé, les humains auraient déjà été vaincus et le monde serait en paix. Lufa comprend les sentiments d'Harry et apprécie le fait qu'il ait voulu la venger, mais elle lui dit qu'elle n'a aucun désir de vengeance contre l'humanité. Mais cela mis à part, elle se souvient de ce que Maigret lui avait dit à propos de quelqu'un qui avait manipulé Harry pour qu'il lance les attaques, alors elle demande à Harry de lui dire qu'il lui a mis des idées de vengeance dans la tête, car elle ne tolérera pas que quelqu'un trompe son subordonné. Harry lui répond nerveusement que c'était l'un des démons, et qu'en ce moment même, sur le continent des démons, ce même démon se prépare à lancer son armée pour occuper Sfel. Il a patiemment attendu qu'Harry affaiblisse la santé de Levia pour pouvoir envahir, et il a préparé une armée de monstres de niveau 80, donc il est sûr que rien ne peut l'arrêter. Mars ordonne à son armée de se mettre en route et de massacrer tous les humains de la ville de Sfel, mais soudain, Lufa s'écrase juste devant son château, éliminant tous les hommes de Mars au passage. Mars n'a aucune idée de qui est Lufa, mais il voit bien qu'elle est forte, alors il décide de descendre pour l'affronter. Mars demande à Harry pourquoi il a soudainement décidé d'arrêter d'attaquer Sfel alors qu'il doit toujours détester les humains pour ce qu'ils ont fait. Harry admet qu'il n'a toujours pas pardonné à l'humanité ce qu'elle a fait à Lufa, mais il réalise maintenant que les détruire ne le rendra pas heureux, ni Lufa. En fait, les seuls qui en profiteraient seraient des démons comme Mars, et c'est la dernière chose que Lufa souhaiterait, alors Harry jure d'arrêter Mars ici et maintenant. Mars n'est pas vraiment dérangé, car il s'attendait déjà à ce que cela arrive tôt ou tard, et maintenant qu'Harry n'est plus utile, il prévoit de l'éliminer. Lufa dit à Harry de rester en retrait, car il est encore blessé après le passage à tabac qu'il a subi plus tôt, et Mars est surpris qu'il y ait encore quelqu'un d'aussi fort du côté des humains, mais cela n'a pas d'importance, car il est l'un des 7 généraux démons, et il est convaincu qu'il peut la vaincre. Il commence à charger ses pouvoirs de feu et de glace, entrant dans des détails extrêmement ennuyeux sur le fonctionnement de sa technique. Il parle beaucoup en ce moment, et Lufa finit par en avoir assez, alors elle lui donne un coup de poing en plein visage, si fort qu'il est projeté comme s'il faisait partie de la Team Rocket. Maintenant que cela est réglé, Lufa n'a plus rien à faire ici, mais avant de partir, elle a quelques questions à poser au sujet des 7 généraux démons dont Mars a parlé il y a une minute. Harry s'apprête à lui expliquer, mais avant qu'il n'ait pu dire un mot, Dina fait apparaître un portail et dit qu'elle va s'occuper de l'explication à sa place. Elle explique à Lufa que les 7 généraux démons ont été formés il y a 8 ans et qu'ils sont composés des plus puissants subordonnés du Seigneur démon.
Lufa est choqué d'apprendre que Mars était l'un des démons les plus puissants, car il ne pouvait pas avoir plus de 300 niveaux au maximum. Dina poursuit en expliquant que l'humanité n'est pas la seule à s'être considérablement affaiblie au cours des 200 dernières années. S'il est vrai que les héros ont tous été maudits et sont depuis devenus incroyablement faibles, ils ont éliminé presque tous les subordonnés vraiment puissants du Seigneur Démon, de sorte que les seuls qui restent au niveau de Lufa sont le Seigneur Démon lui-même et son fils. À ce moment-là, Harry remarque que Lufa n'a en fait tué aucun des monstres lorsqu'elle a atterri plus tôt, alors il lui demande si elle a l'intention de les laisser en vie, ce qu'elle confirme. Elle ne pense pas qu'il soit juste de tuer les monstres puisqu'ils n'ont en fait rien fait de mal, mais Dina lui demande si elle est sûre de vouloir les épargner, car ils pourraient finir par faire du mal à des gens s'ils sont laissés seuls. Lufa a déjà trouvé une solution brillante à ce problème, alors elle utilise son pouvoir pour soumettre tous les monstres de la région et les placer sous son contrôle. Dina lui demande si elle a l'intention de ramener tous les monstres avec eux, mais Lufa ne veut pas s'occuper de tous ces monstres. Elle leur donne donc l'ordre de retourner dans leur habitat naturel et d'éviter d'attaquer les humains sans raison valable. Les monstres commencent tous à s'éloigner, et ils devraient désormais pouvoir vivre le reste de leur vie en paix. Lufa est donc heureuse et sa mission ici est officiellement terminée. Ensuite, Lufa retourne dans la ville de Svel pour rencontrer Maigret et lui faire part de la situation. Elle lui dit qu'elle a maîtrisé Harry et qu'elle a également vaincu le général démoniaque qui était à l'origine de tout cela. Maigret est soulagé que tout soit enfin terminé, mais il demande ce qu'il est advenu de tous les monstres actuellement sous le contrôle de Mars. Lufa l'informe qu'elle les a tous placés sous son commandement afin qu'il ne pose plus de problème, et après avoir entendu tout ce que Lufa a accompli, il est certain de son identité. Il lui demande de l'accompagner un instant car il aimerait discuter en privé, mais Lufa hésite un moment car l'anticipation le tue. Le joueur qui utilisait Maigret dans le jeu était un joueur de haut niveau qui jouait tout le temps avec lui, et ils étaient de très bons amis. Il espère donc que le Maigret qui se trouve devant lui est le même que celui d'autrefois. Lorsque Maigret revient au château, plusieurs nobles de Svel se rassemblent autour de lui et commencent à lui dire à quel point ils s'étaient inquiétés pour lui. Ils lui disent tous qu'il doit être plus prudent, car si la ville venait à le perdre, lui ou Levia, il n'y aurait plus aucun espoir de se défendre contre les envahisseurs. Cependant, Dina sent qu'il n'y a aucune sincérité ni inquiétude réelle pour Maigret derrière leurs paroles. Maigret passe devant eux avec un air résigné, et lorsque Lufa le rattrape, il lui dit qu'il sait qu'elle doit être consternée par ce qu'elle vient de voir. Ils sont censés être les hauts responsables chargés de protéger les habitants de la ville, mais ils ne se soucient que de se protéger eux-mêmes en faisant de la lèche à Maigret. Il conduit Lufa et les autres dans son bureau et lui assure qu'il n'y a pas de matériel de surveillance ici, elle est donc libre de montrer sa forme complète. Lufa s'exécute et déploie ses ailes, permettant à Maigret de confirmer qu'il s'agit bien d'elle, mais à la grande déception de Lufa, le visage de Maigret exprime une terreur absolue, ce qui signifie qu'il n'a aucun souvenir de son passé de joueur. Elle est déçue car cela signifie qu'elle est peut-être vraiment seule au monde, mais Maigret interprète son expression comme une déception face à son état actuel. Il lui dit que beaucoup de choses peuvent changer en 200 ans. Les gens peuvent devenir plus forts ou plus faibles, et dans le cas de Maigret, il est devenu beaucoup plus faible qu'il ne l'était auparavant. Il demande à Lufa si elle est revenue pour se venger d'eux pour l'avoir enfermée, mais elle répond à Maigret que son retour est une pure coïncidence. Les humains essayaient simplement d'invoquer un héros et l'ont accidentellement invoqué à la place. Lufa commence à se demander ce qui ne va pas avec le Maigret de ce monde, car s'il n'est pas un joueur, ne devrait-il pas s'opposer à Lufa? Du moins, d'après ce qu'elle a entendu jusqu'à présent. À ce moment-là, elle se rend compte que Maigret doit se sentir coupable de ce qui s'est passé, car si lui et les autres héros n'avaient pas enfermé Lufa, les démons auraient été vaincus depuis longtemps. Être adulé comme un héros alors qu'il se reproche la chute de l'humanité doit le ronger, alors il cherche un moyen de se punir pour son rôle dans tout cela. Lufa dit à Maigret qu'il ne sert à rien de se culpabiliser pour ce qui s'est passé dans le passé, car en réalité, il a vaincu un ennemi puissant, il devrait donc en être fier et continuer à suivre la voie qu'il estime juste. Maigret n'arrive pas à croire que Lufa soit si gentille avec lui, alors il lui demande pourquoi elle ne lui en veut pas. Elle était sur le point d'atteindre son objectif d'unification, et ils l'ont trahi. Cela semble difficile à pardonner, mais en ce qui concerne Lufa, elle n'éprouve ni haine ni ressentiment envers Maigret, car la bataille n'a eu lieu que dans le jeu, elle ne l'a donc jamais vécue. Elle n'a aucune idée de ce que Lufa a ressenti à ce moment-là, mais elle veut donner une réponse appropriée. Alors elle dit à Maigret que si lui et les autres ont choisi de se révolter contre son règne, c'est de sa propre faute, car elle était une souveraine inadéquate. Maigret tente de faire valoir qu'il mérite toujours de payer pour ce qu'il a fait, mais il lève alors les yeux et voit le visage sincèrement indulgent de Lufa, qui lui dit qu'il doit cesser de se culpabiliser. Peu importe ce qui s'est passé, il est le héros de ce pays, il doit donc être fier. Maigret comprend son point de vue, mais elle aurait pu mieux s'exprimer, car, étant donné qu'il est en fauteuil roulant, il ne pourra pas faire grand-chose debout. Maigret se souvient du temps où lui et Alioth étaient encore meilleurs amis, et il se rappelle à quel point ils s'amusaient à l'époque,
alors il promet de suivre les conseils de Lufa. Ensuite, Lufa utilise sa magie pour restaurer les PV perdus de Levia, et Maigret la remercie pour son aide, car dans son état actuel, il n'aurait pas pu le faire seul. Levia retourne alors dans l'eau, et Lufa s'excuse pour les ennuis causés par Harry, mais celui-ci en veut toujours à Maigret et refuse de s'excuser. Maigret demande à Lufa ce qu'elle compte faire maintenant, et elle lui répond qu'elle continuera à parcourir le continent jusqu'à ce qu'elle ait récupéré ses 12 étoiles. Dina informe Lufa que le prochain sur la liste est Libra, le gardien de la tombe de Blackwinged. Lufa demande ce qu'est la tombe de Blackwinged, et Dina lui explique qu'après son emprisonnement, tous ceux qui l'admiraient ont travaillé ensemble pour construire la plus grande structure du monde en mémoire de Lufa, et qu'au sommet de celle-ci ont été entreposés tous les anciens trésors et butins de Lufa, Libra agissant comme gardien pour les protéger des pilleurs de tombes. Lufa demande pourquoi les gens seraient assez stupides pour risquer de combattre Libra juste pour piller une tombe, alors Maigret l'informe que ce n'est pas seulement le niveau des gens qui a baissé. Les armes se sont également beaucoup détériorées. Beaucoup des armes légendaires qui existaient autrefois ont été perdues lors de la bataille contre le Seigneur Démon, et les seules qui restent sont celles qui se trouvent dans la tombe de Lufa. L'humanité a désespérément tenté de mettre la main sur ces armes pour aider à combattre l'armée démoniaque, mais grâce à Libra, toutes les tentatives se sont soldées par un échec cuisant. Lufa comprend à quel point cela a dû être frustrant pour Maigret, mais contrairement à Harry, il ne semble pas que Libra fasse réellement quelque chose de mal. Elle exprime simplement sa loyauté en gardant la tombe de son maître, et Maigret comprend le point de vue de Lufa, mais il a une demande à lui faire. Après avoir récupéré Libra et ses trésors, Lufa lui demande de bien vouloir laisser tout ce qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser, car cela lui serait d'une grande aide. Lufa répond qu'elle est d'accord, et elle et les autres se préparent à partir, mais avant qu'il ne s'en aille, Maigret dit qu'il a quelque chose à lui donner. Il est peut-être affaibli, mais il dispose encore d'une magie assez puissante, et il utilise donc un sort pour cacher les ailes de Lufa afin qu'elle n'ait plus à les dissimuler en permanence sous sa cape pour garder son identité secrète. Il lui procure également une nouvelle tenue, et Lufa lui en est très reconnaissante, car celle-ci lui permet de se déplacer beaucoup plus facilement. En sortant, Lufa va retrouver Gantz à l'extérieur de la ville. Au début, celui-ci est un peu perplexe, car il ne comprend pas pourquoi une si jolie femme lui adresse la parole, mais Lufa enlève alors ses lunettes pour lui montrer qu'elle est la personne qui l'a aidé plus tôt dans la journée. Gantz est stupéfait, car il n'avait aucune idée qu'elle était aussi belle. Elle lui dit qu'elle est venue lui dire au revoir et le remercier pour son aide, alors Gantz lui souhaite un bon voyage, mais avant qu'elle ne parte, il a une dernière question à lui poser. Il s'apprête à lui demander si elle est bien la Lufa des légendes, mais il s'arrête soudainement et lui dit d'oublier ce qu'il vient de dire, car cela ne peut pas être le cas. Pendant ce temps, ailleurs, Mars vient de s'écraser dans une forêt, et alors qu'il volait dans les airs, il s'est rendu compte que la seule personne capable de le frapper aussi fort serait Lufa elle-même. Mais si elle est vraiment de retour, alors tous ses plans seront réduits à néant. À ce moment-là, une femme s'approche de Mars et lui dit que son rôle est terminé, qu'il est temps pour lui de disparaître comme la marionnette pathétique qu'il est. D'un simple claquement de doigts, Mars est rayé de l'existence, et la responsable n'est autre que cette femme qui ressemble étrangement à Lufa. La prochaine étape pour Lufa est d'aller chercher Libra, mais la tombe se trouve à plus de 500 km, alors Dina demande à Lufa de créer un golem pour les y emmener. Ce serait possible, mais Lufa répond qu'il serait plus rapide pour Dina de les téléporter là-bas, puisqu'elle dispose d'un sort de téléportation. Dina soupire et explique à Lufa que la magie de téléportation est principalement destinée à un usage personnel et que, même s'il lui est possible de transporter d'autres personnes, elle doit obtenir leur consentement. Si elle refuse inconsciemment, la magie de téléportation peut avoir toutes sortes d'effets indésirables, et elle préfère donc éviter de prendre ce risque. De plus, elle se réjouissait à l'idée de faire un agréable voyage en voiture, alors elle demande à Lufa d'inclure une baignoire et un endroit où dormir lorsqu'elle fabrique le golem, afin qu'il n'ait pas à sortir dehors la nuit. Lufa n'a jamais entendu parler d'un tel golem, mais Harry semble vraiment enthousiaste, alors elle accepte d'essayer d'en créer un. Elle agite la main et commence le processus de formation du golem, créant finalement un camping-car, puis elle utilise quelques bûches de la forêt pour créer des meubles. Dina est heureuse qu'ils aient des lits confortables pour le voyage, mais elle demande à Lufa si elle pourrait également leur confectionner des draps doux. Lufa cherche des matériaux à utiliser pour les couvertures, mais elle se souvient alors qu'Harry est un mouton, et je suis sûre que vous savez ce qui s'est passé ensuite. Quoi qu'il en soit, le camping-car est enfin terminé, mais Dina rappelle à Lufa qu'elle ne lui a pas encore donné de nom. Lufa réfléchit un instant et décide de l'appeler Tanaka. Il est même accompagné d'une publicité promotionnelle, pour une raison quelconque. Après avoir voyagé pendant un certain temps, la nuit tombe, et Dina suggère de s'arrêter et d'installer le campement pour la nuit, ce que Lufa accepte. Cependant, dès qu'ils sortent, Dina sent une odeur étrange à proximité. Elle va donc voir ce qu'il en est et découvre une source d'eau chaude naturelle derrière des buissons. Elle est très excitée car elle meurt d'envie de prendre un bain, mais Lufa ne comprend pas pourquoi elle en fait toute une histoire,
puisque le camping-car est déjà équipé d'une baignoire. Dina lui répond qu'il est bien mieux de profiter d'une source chaude naturelle. Elle attrape la main d'Harry et l'entraîne vers la source pour qu'il puisse s'y baigner immédiatement, mais il lui rappelle que malgré les apparences, il reste un homme et qu'il préfère attendre son tour. En l'entendant dire cela, Lufa se souvient que, malgré les apparences, elle est aussi un homme dans sa tête, et que l'idée de se baigner avec Dina va probablement la mettre mal à l'aise. Mais elle ne peut pas vraiment lui expliquer la situation, alors elle décide de se tenir près des arbres, dos à Dina, jusqu'à ce que celle-ci se soit déshabillée et immergée dans l'eau. Une fois dans l'eau, Dina pousse un grand soupir, car il n'y a rien de mieux que de se baigner dans une source en plein air après une longue journée de voyage. Elle demande à Lufa de la rejoindre, et celle-ci envisage brièvement de trouver une excuse pour éviter cela, mais cela ne sert à rien. Alors elle fait ce que Dina lui demande et se déshabille pour pouvoir entrer dans le bain. Cependant, avant qu'elle ne puisse entrer, Dina rappelle à Lufa qu'il est mal élevé d'entrer dans l'eau sans attacher ses cheveux, car cela laisserait des mèches de cheveux partout et personne d'autre ne voudrait alors utiliser la source. Lufa reconnaît qu'elle devrait probablement attacher ses cheveux, alors Dina lui propose de le faire pour elle et se prépare à sortir pour l'aider. Cependant, elle ne porte pas de serviette et Lufa pense qu'il ne serait pas correct de regarder le corps de Dina. Elle lui dit donc de rester où elle est et qu'elle la rejoindra. Une fois que Lufa est dans l'eau, Dina l'aide à attacher ses cheveux pour éviter que des mèches ne tombent dans l'eau. Cependant, elles ne peuvent pas faire grand-chose pour les plumes de Lufa, car celles-ci ont tendance à tomber lorsqu'elles sont plongées dans l'eau chaude. Lufa s'excuse pour les plumes éparses, mais Dina lui dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter et que Lufa n'a de toute façon presque jamais l'occasion d'étendre ses ailes comme ça, alors elle devrait profiter de l'expérience tant qu'elle dure. Alors qu'elle se baigne côte à côte, Lufa commence à fixer intensément le corps de Dina, ce qui lui fait prendre conscience d'une chose troublante. Dans sa vie antérieure, Lufa n'était pas complètement dégénérée, mais elle était tout de même une fan inconditionnelle d'Arsenal. Cependant, même si elle fixe le corps de Dina, elle ne ressent absolument rien. Dina remarque que Lufa semble un peu ailleurs, mais avant qu'elle puisse lui demander pourquoi, elle aperçoit un groupe de grenouilles adaptatives sur un rocher là-bas, alors elle attire l'attention de Lufa et lui dit de jeter un coup d'œil. Lufa ne comprend pas ce que ces grenouilles ont de si spécial, alors Dina lui explique qu'elles ont une particularité. Les vertes sont des mâles et les roses des femelles, et lorsqu'il y a plus de mâles que de femelles, les grenouilles mâles se battent pour savoir qui aura le droit de donner des coups de queue à Froggy. Une fois le vainqueur désigné, les deux grenouilles mâles restantes jouent à pierre-papier-ciseaux, et celle qui perd se transforme en grenouille femelle et doit accepter les coups dans le dos de l'autre. Lufa se demande brièvement si le fait de se transformer en Lufa a également changé ses préférences, mais il est hors de question qu'elle se laisse donner des coups dans le dos, alors elle rejette immédiatement cette idée. Dina remarque que Lufa semble un peu stressée, alors elle lui demande ce qui ne va pas, mais Lufa répond que ce n'est rien et suggère qu'elle sorte de la source maintenant. Quelques minutes plus tard, elles retournent toutes les deux au camping-car et disent à Harry qu'il peut maintenant profiter de la source chaude. Il sort donc en serviette et attache ses cheveux avant de se diriger vers la source. Le lendemain, le groupe arrive à la tombe de Lufa. Elle est choquée par sa taille imposante, mais aussi par le fait qu'il y ait toute une ville autour pour une raison inconnue. Dina explique que comme de nombreux aventuriers ont continué à piller la tombe pour récupérer les objets de valeur de Lufa, des marchands ont commencé à s'y rassembler dans l'espoir de faire des profits en leur vendant de l'équipement. De là, de plus en plus de gens ont continué à affluer jusqu'à ce qu'un village entier se forme, et aujourd'hui, la tombe de Lufa est pratiquement un site touristique. Lufa trouve intéressant que tout cela se soit produit en seulement 200 ans, et elle n'est pas vraiment dérangée par le fait que les gens aient transformé cet endroit en attraction touristique. Mais Harry, en revanche, est absolument furieux car il ne peut croire que les gens osent manquer de respect à Lufa de cette manière. Il dit qu'il est prêt à détruire cet endroit immédiatement, mais Lufa lui dit de se calmer, car elle ne veut pas que quelqu'un meure sans raison. Pour l'instant, elle suggère qu'il se rende immédiatement dans la tombe, mais alors qu'il s'approche de l'entrée, il tombe sur un groupe d'aventuriers qui semble très inquiet. Apparemment, une équipe de reconnaissance a été envoyée dans la tombe il y a 2 mois pour cartographier une nouvelle zone, mais elle n'est pas revenue à la date prévue, et ils commencent à s'inquiéter qu'il leur soit arrivé quelque chose. En entendant cela, Lufa est encore plus impatiente d'entrer et de trouver Libra dès que possible, car elle ne veut pas que d'autres personnes risquent leur vie dans cet endroit. Les aventuriers remarquent que Lufa se dirige vers l'intérieur et l'avertissent qu'elle ne devrait vraiment pas y entrer pour le moment. Quoi qu'il se passe là-bas, le fait que leur équipe de reconnaissance, composée de 50 des aventuriers les plus forts du pays, ait disparu signifie qu'un groupe de 3 personnes n'aurait aucune chance là-bas. Lufa les remercie de leur sollicitude, mais elle les assure qu'elle est tout à fait capable de gérer tout ce qui se trouve à l'intérieur. Lufa et les autres pénètrent alors dans le donjon, mais alors qu'ils avancent dans les tunnels, Harry s'arrête soudainement car il sent quelque chose approcher. Peu après, l'un des golems que Lufa avait fabriqué en série pour la bataille il y a 200 ans sort de l'obscurité, et Dina explique qu'il en restait apparemment beaucoup après que Lufa ait été enfermé, et qu'ils erraient depuis lors dans le cimetière, éliminant tous les intrus qu'ils trouvaient. Cependant, elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter,
car elle ne sent aucune intention hostile de la part du golem. Ce type de golem a été conçu pour pouvoir distinguer ses amis de ses ennemis, et il reconnaît clairement Lufa et Harry, ils n'ont donc rien à craindre. Mais en ce qui concerne Dina, en revanche, le golem commence immédiatement à l'attaquer. Harry et Lufa supposent que le golem ne se souvient pas de Dina, car eux-mêmes ne se souvenaient pas d'elle au début, mais Lufa ne veut pas laisser Dina se faire écraser, alors elle décide de détruire le golem. Cependant, avant qu'elle ne puisse le faire, le groupe d'aventuriers de tout à l'heure arrive et se précipite pour la sauver. Leur groupe s'appelle Hawkeye, et ils ont suivi Lufa et les autres ici parce qu'ils craignaient qu'ils ne se blessent. Ils sont assez bien coordonnés dans leurs attaques, donc ils parviennent à occuper le golem, mais comme celui-ci est de niveau 150 et qu'eux-mêmes atteignent à peine le niveau 50, ils ne lui infligent pas beaucoup de dégâts. Si le golem parvenait à leur asséner ne serait-ce qu'un seul coup, ils mourraient instantanément, et Lufa ne veut pas que cela arrive. Elle demande donc à Harry d'aller les aider. Il accepte avec joie et passe en courant devant les aventuriers avant de frapper le golem d'un coup de poing enflammé qu'il envoie valdinguer en arrière. Cela suffit à le mettre hors d'état de nuire, et une fois la poussière retombée, le chef, Jean, s'approche d'Harry et lui demande avec enthousiasme comment il a réussi à porter une telle attaque. Harry est un peu déconcerté parce que Jean est beaucoup trop proche, alors Lufa s'interpose entre eux et dit à Jean de se calmer un peu. Jean s'excuse d'être trop proche et d'avoir dû être sauvé avec son groupe alors qu'ils étaient venus ici pour sauver Lufa. Jean se présente comme un guerrier. Nick se présente comme un guerrier léger, et Richard se présente comme un guerrier lourd. Lufa n'en revient pas du déséquilibre de leur équipe, car tous les membres sont des guerriers, à l'exception de Chou, qui est archer. Quoi qu'il en soit, puisqu'ils font les présentations, elle se présente comme une aventurière de haut niveau de classe rangée. Mais quand vient le tour de Dina et Harry, ils ne savent pas quoi dire, alors ils déclarent eux aussi qu'ils sont des Rangers. Jean semble inquiet, car pour lui, le groupe de Lufa semble bien plus déséquilibré que le sien. Jean propose d'accompagner le groupe de Lufa pour leur apporter son soutien, et Lufa s'apprête à refuser, mais avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit, Dina intervient et dit qu'elle serait ravie d'avoir de l'aide supplémentaire. Jean et les autres sont ravis de l'entendre et se mettent en route dans le couloir. Avec un visage joyeux, Dina explique à Lufa qu'ils peuvent utiliser les aventuriers pour se faciliter la tâche, au moins jusqu'à ce que l'un d'entre eux tombe dans un piège et meure ou quelque chose comme ça. En entendant Dina dire cela avec le sourire, Lufa se rend compte qu'elle est un peu psychopathe. Cependant, il n'y a pas vraiment de mal à laisser le groupe rester, car ils semblent être des gens sympas. Lufa décide donc de les aider autant que possible sans éveiller trop de soupçons, au moins jusqu'à ce qu'ils atteignent le sommet et trouvent Libra. Pendant ce temps, au sommet de la pyramide, le groupe de reconnaissance disparu depuis des mois a enfin gravi le long escalier et ses membres se jurent que quoi qu'il arrive, ils obtiendront le trésor d'armes pour le bien de l'humanité et de leurs camarades tombés au combat. Cependant, lorsqu'ils arrivent au dernier étage, ils sont confrontés à Libra, qui leur ordonne immédiatement de quitter cette pièce dans les 10 secondes, sinon elle les éliminera. Les aventuriers tentent de raisonner Libra, car ils ont vraiment besoin de ces armes pour combattre les démons, mais elle se moque éperdument de leur raison. Une fois le compte à rebours arrivé à 0, elle active le programme Brachium, enfermant les aventuriers dans une bulle avec elle afin qu'ils puissent être tués. Pendant ce temps, en ce qui concerne Hawkeye, Lufa commence à regretter de les avoir laissés venir, car ces types sont de véritables chairs à canon, et ils ne sont même pas assez intelligents pour se rendre compte à quel point ils sont faibles. Chaque fois qu'ils rencontrent un golem, ils se font botter les fesses, et Lufa est alors obligé d'ordonner au golem de se retirer pour que les aventuriers ne finissent pas morts, mais il croit sincèrement que ce sont eux qui ont battu les golems, et Lufa craint de leur donner une fausse confiance. Le groupe finit par arriver au dernier gardien golem, qui est beaucoup plus coriace que les autres, avec un niveau élevé de 6 sens. Lufa sait que les aventuriers seraient vaincus dès qu'ils entreraient dans le champ d'action de cette créature, alors elle leur dit de rester en retrait pendant qu'elle s'avance pour s'en occuper. Les aventuriers tentent de lui faire comprendre qu'il est trop dangereux de combattre seul une telle créature, mais Dina leur dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, car Lufa a un plan. Ils acceptent donc tous de rester en retrait. Elle s'approche du golem et la première chose qu'elle fait est de lui demander s'il la reconnaît. Le golem semble clairement réagir au visage de Lufa, mais il finit tout de même par l'attaquer, alors elle est obligée de se défendre et le coupe en deux d'un seul coup. Elle se dirige alors vers les escaliers, mais alors qu'elle s'en va, le golem l'appelle par son nom et lui dit « Bienvenue à la maison ». Lufa le remercie d'avoir travaillé dur pour protéger cet endroit pendant 200 ans, mais sa mission est désormais terminée et il peut enfin se reposer. Le golem semble heureux d'être libéré de son devoir et s'éteint définitivement. Elle commence alors à monter les escaliers pour affronter Libra, mais les aventuriers lui demandent d'arrêter, car ils pensent qu'il est beaucoup trop risqué d'affronter Libra seul et veulent l'accompagner. Cependant, Lufa en a assez de les materner, elle leur fait donc comprendre qu'ils mourraient presque instantanément si Libra décidait de les attaquer, et qu'ils n'auraient donc aucune chance de la laisser en vie. Les aventuriers ne peuvent pas contester cela, mais avant que Lufa ne parte, ils lui demandent qui elle est vraiment.
Ils sont bien conscients qu'ils ne sont pas les plus brillants, mais il ne faut pas être un génie pour comprendre que s'ils sont arrivés jusqu'ici, c'est uniquement parce que Lufa n'a cessé d'intervenir pour les sauver. De plus, elle a réussi à détruire l'un des golems d'un seul coup, il est donc impossible qu'elle ne soit qu'une simple rangée. Lufa marque une pause, se demandant quoi répondre, mais elle leur dit finalement qu'elle n'a pas l'intention de répondre à leurs questions et monte sans un mot. Dina et Harry disent à Lufa qu'ils l'attendront ici, car aucun d'eux n'est capable de contrôler le brachium de Libra, et qu'elle devra donc s'en occuper seule. Alors que Lufa monte les escaliers, elle se demande pourquoi elle a ressenti une véritable tristesse lorsqu'elle a éliminé ce golem tout à l'heure. Même s'il s'agissait d'une création de Lufa, et qu'il était logique que le personnage de Lufa s'en soucie, pour ses fails, ce n'était qu'un ensemble de pixels sur un écran, et il n'aurait donc dû ressentir aucun attachement émotionnel à son égard. Il se rend compte que quelque chose ne va pas dans son esprit pour qu'il ressente cela, mais il n'a pas le temps de s'en préoccuper pour l'instant, car il doit d'abord s'occuper de Libra. Lufa finit par atteindre le dernier étage, où elle trouve Libra qui l'attend pour l'intercepter en tant que dernière intruse. Libra ordonne à Lufa de partir dans les 10 secondes ou de faire face à des actions hostiles, mais celle-ci se contente d'enlever ses lunettes et de déployer ses ailes pour révéler son identité. Après avoir bien regardé Lufa, Libra arrête le compte à rebours et commence à essayer de comprendre ce qu'elle voit, car elle n'arrive pas à croire que Lufa soit vraiment de retour. Elle confirme que la personne qui se tient devant elle ressemble exactement à Lufa et qu'elle est même génétiquement compatible à 99% avec Lufa, mais elle a encore du mal à l'accepter, car il devrait être statistiquement impossible que Lufa ait survécu à la bataille contre les héros. Elle commence à avoir un court-circuit à cause de cette incohérence logique, et Lufa essaie de lui dire de ne pas trop y penser pour le bien de ses processeurs, mais Libra est déjà assez endommagée. Alors Lufa dit qu'elle va s'approcher pour effectuer les réparations. En entendant cela, le protocole de défense de Libra se déclenche, et comme elle n'a pas encore reconnu Lufa comme son maître, elle lui dit que si elle fait un pas de plus, elle sera obligée d'utiliser la force contre elle. Cependant, Lufa ne s'arrête pas et demande à Libra ce qu'elle compte faire. Libra interprète les mouvements soudains de Lufa comme une action hostile, alors son système de défense se déclenche, activant son brachium et créant un vaste espace aérien dans lequel elle peut se battre. Lufa est d'abord prise au dépourvu par le changement soudain d'environnement, mais lorsque Libra commence à tirer sur elle, elle se ressaisit. Lufa effectue des manœuvres d'évitement pour esquiver tous les tirs et missiles de Libra, mais celle-ci ne lui facilite pas la tâche. Lufa finit par trouver une ouverture pour frapper Libra, interrompant son animation d'attaque, et se met alors à la poursuivre. Libra tente de semer Lufa en tirant davantage, mais celle-ci contre-attaque en utilisant ses ailes pour envoyer les balles vers elle, désactivant ainsi son arme. Libra tente alors d'utiliser toute une série d'autres attaques, mais rien de ce qu'elle fait ne parvient à vaincre Lufa. Elle finit donc par désactiver le domaine et en active un autre. Lufa reconnaît qu'il s'agit de l'attaque ultime de Libra, une extension de domaine qui ignore toutes les compétences défensives et qui a un effet infaillible infligeant 99 000 points de dégâts. Le fait qu'elle se soit retrouvée dans le champ d'attaque devrait l'inquiéter, mais pour être honnête, Lufa est en réalité enthousiaste, car ce sera le premier dégât important qu'elle subira depuis son arrivée dans ce monde. Alors que Libra libère la violente vague d'énergie, Lufa ressent la douleur la frapper comme un camion-benne, mais elle a plus qu'assez de PV pour encaisser les dégâts, alors elle continue d'avancer jusqu'à se retrouver finalement juste devant Libra. Libra tente alors de tirer un laser sur le visage de Lufa, mais celle-ci l'esquive, et avant que Libra ne puisse frapper avec son bras armé, Lufa l'attrape pour la maintenir en place pendant qu'elle lance All Repair. Cela répare tous les dégâts que Libra a subis pendant ces années passées à garder cette tombe, et Lufa s'excuse d'avoir mis si longtemps à revenir. Les unités logiques de Libra étant à nouveau opérationnelles, elle est en mesure de confirmer que la personne devant elle est bien sa maîtresse, et qu'elle n'a donc plus besoin de garder cette tombe. Elle s'éteint alors pour faire une sieste bien méritée. Lufa est heureuse d'avoir réussi à récupérer Libra sans trop de difficultés, mais elle se demande maintenant comment elle va expliquer cela aux aventuriers sans révéler sa véritable identité. Elle redescend les escaliers et passe la tête au coin pour voir comment les choses se passent, mais à sa grande surprise, elle ne voit que Dina et Harry qui l'attendent. Confuse, elle demande ce qui est arrivé aux aventuriers, et Dina lui explique qu'elle vient d'implanter de faux souvenirs dans leur esprit grâce à ses pouvoirs de manipulation mentale afin qu'ils pensent être ceux qui ont vaincu Libra. Lufa avait oublié que Dina avait mentionné qu'elle avait des pouvoirs de manipulation mentale, et maintenant qu'elle l'a vue en action, cela lui semble absolument terrifiant. Dina explique qu'elle leur a fait croire que Libra était gravement blessée avant leur arrivée, afin qu'ils puissent la submerger et remporter la victoire. De cette façon, personne ne posera trop de questions, mais Lufa trouve cela un peu trop commode, alors elle demande à Dina si elle avait prévu cela dès le moment où elle a accepté de les laisser se joindre à la mission. Dina ne le nie pas et, avec un léger sourire, elle répond que c'est la seule raison pour laquelle elle a accepté de tolérer de tels obstacles. Lufa est effrayée par le manque de cœur de Dina, mais elle est contente qu'elle ne soit pas ennemie, car elle serait terrifiante à affronter. Quoi qu'il en soit,
Comme tout est sous contrôle ici, Dina suggère qu'ils se rendent dans la salle du trésor pour rassembler tout ce dont ils auront besoin. Une fois arrivés dans la salle, ils sont tous émerveillés par tous les trésors étincelants qui s'y trouvent, en particulier Lufa. Elle a du mal à rester assise et ne comprend pas pourquoi, mais Dina lui fait remarquer qu'elle a toujours aimé les objets brillants. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle a amassé autant de trésors, et elle a tendance à devenir un peu folle dans ce genre de situation. Dina demande donc à Harry de l'aider à choisir les objets utiles pendant que Lufa est distraite par tout cet or. Lufa tente de faire valoir qu'elle est parfaitement capable de se contrôler face à l'or, mais elle a littéralement les mains pleines d'or, on ne peut donc pas lui faire confiance pour choisir les objets importants. Peu après, Dina et Harry ont fini de rassembler tous les objets dont ils ont besoin. Le reste se trouve sous un tas d'armes anciennes ou d'or inutile, ils peuvent donc le laisser sans problème. Mais avant de partir, Dina demande à Lufa si elle peut rassembler les golems de la zone afin qu'ils puissent être téléportés à la base. Lufa répond qu'elle sera ravie de l'aider, mais elle se rend compte que Dina parle de tous les golems, et elle est donc obligée de passer les heures suivantes à parcourir cette tombe géante pour s'assurer qu'elle les a bien tous récupérés. Ensuite, Dina téléporte tous les golems, et comme il n'y a plus rien à faire ici, elle suggère de partir. Lufa demande s'il est vraiment acceptable de laisser les aventuriers ici dans leur état actuel, mais Dina lui assure que cela ne posera aucun problème. Quelques minutes après le départ du groupe de Lufa, les aventuriers se réveillent, convaincus qu'ils sont ceux qui ont nettoyé la tombe et vaincu tous les golems. Pendant ce temps, dans la forêt, Lufa et les autres ont regagné le camping-car, mais avant de reprendre la route, Dina répare les vêtements de Libra et l'assoit sur une souche d'arbre afin que Lufa puisse lui parler. Lufa s'approche de Libra et lui donne l'ordre de s'activer. Elle se réveille et la première chose qu'elle fait est de saluer Harry et la dame inconnue à ses côtés. Elle s'excuse ensuite auprès de Lufa pour tous les problèmes qu'elle a causés, mais avant que Lufa n'ait le temps de répondre, Dina dit qu'elle n'arrive pas à croire que Libra ne la reconnaisse pas Lufari et explique à Libra que Dina est sa conseillère, ce qui choque Libra, car sa mémoire ne contient aucune donnée sur Dina. Dina s'approche du visage de Libra et essaie de lui faire se souvenir d'elle, mais Libra est toujours certaine de n'avoir jamais vu Dina auparavant. Cependant, après avoir effectué une vérification approfondie de sa mémoire, Libra a trouvé quelques fichiers mémoire endommagés qui pourraient contenir des informations sur Dina, mais elle n'a aucun moyen de les vérifier pour le moment. Elle décide donc de croire Lufa sur parole et reconnaît la position de Dina en tant que conseillère, au moins temporairement. Il est difficile pour Lufa de savoir ce que pense Libra, car celle-ci ne montre jamais vraiment d'émotion, mais elle n'a aucune raison de douter de sa loyauté. Elle lui explique donc qu'elles sont en quête des 12 étoiles célestes et lui demande si elle souhaite à nouveau la servir. Libra répond que rien ne pourrait la rendre plus heureuse et qu'elle est prête à consacrer chaque instant de sa vie à l'objectif de Lufa. Maintenant que Libra a officiellement rejoint l'équipe de Lufa, celle-ci lui demande si elle sait où se trouvent les autres étoiles célestes. Libra s'excuse et répond qu'elle n'a aucune information utile, car elle est restée dans la tombe pendant tout ce temps et était complètement coupée du reste du monde. Dans ce cas, Lufa se tourne vers Dina et lui demande si elle sait quelque chose. Dina explique joyeusement qu'à environ 2000 km d'ici, il y a un petit village au pied d'une montagne où Parthenau vit secrètement. Lufa est surpris d'apprendre que Parthenau a choisi de vivre dans un village. Alors Dina explique que le village a en fait été créé par Parthenau, qui a érigé une puissante barrière pour protéger les monstres et les plantes sans défense du reste du monde. Lufa est soulagée que Parthenau n'ait pas causé de problème aux gens, mais Dina mentionne alors que la montagne où le village a été construit était autrefois la patrie de Lufa, et que Parthenau a en fait chassé tous les anges qui y vivaient, créant une zone inhabitable pour les tenir à l'écart, ce qui déçoit à nouveau Lufa. Sur le chemin du retour, Lufa se remémore ses souvenirs en tant que Céphale, mais elle est soudainement réveillée par Dina qui pose une main sur son épaule. Dina lui demande ce qui s'est passé, alors Lufa lui explique qu'elle faisait juste un rêve qui semblait plutôt important, mais que pour une raison quelconque, elle ne se souvient plus de quoi il s'agissait. Elle décide de se concentrer sur sa mission actuelle et demande à Dina combien de temps il leur reste avant d'arriver à destination. Elle roule depuis un certain temps déjà, donc cela ne devrait plus être très long, mais Harry a quelques questions. Par exemple, si Parthenau a chassé tous les autres Evenwinged de Vanaheim, où sont-ils allés? Dina lui explique que les ailes célestes vivent actuellement à Galaorn, une ville fondée par l'un des 7 héros, Merak, le roi du ciel. Lufa a le sentiment qu'elle ne s'entendra pas bien avec les autres ailes célestes, compte tenu de son histoire, mais si Merak est là, elle doit vérifier s'il se souvient de quelque chose de l'époque où ils jouaient ensemble. À la tombée de la nuit, le groupe arrive à l'extérieur de la ville de Galaorn, et comme tous les bâtiments ont été construits autour de la falaise, s'y promener est forcément un cauchemar. Harry se demande pourquoi la ville est si clairement divisée en 2 parties, noire et blanche, alors Dina explique que la nation souffre de troubles civils et s'est scindée en 2 factions. Lufa lui demande ce qu'elle entend par là, et Dina explique que les Evenwinged, qui ont des ailes d'un blanc immaculé, se croient supérieurs à tous les autres, ce qui a provoqué un énorme tollé parmi le reste de la population. Lufa demande pourquoi Merak n'a pas encore calmé les choses,
et Dina explique que Merak essaie de rester neutre pour mettre fin au combat entre les deux camps, mais qu'il n'a pas réussi à les contrôler. Harry se souvient que la persécution des ailes sombres était interdite sous le règne de Lufa, ce que Lufa trouve étrange car elle n'a aucun souvenir d'avoir donné un tel ordre. Dina poursuit en expliquant qu'une fois Lufa parti, les ailes blanches ont profité de l'occasion pour revendiquer leur supériorité sur les ailes sombres, et que ces dernières ont riposté, ce qui explique pourquoi nous nous battons depuis 200 ans. Lufa estime que c'est en quelque sorte de sa faute, elle prévoit donc de faire quelque chose, mais comme la durée de vie moyenne d'un aile céleste est supérieure à 1000 ans, beaucoup d'entre eux ont dû rencontrer Lufa en personne il y a 200 ans, ils la reconnaîtront donc forcément si elle se rend en ville ainsi. Elle décide de se couvrir le visage avec sa cape, pour s'assurer que personne ne la reconnaisse. Quand vient enfin le moment de monter les escaliers, ils réalisent tous que cela va être très difficile, car la ville a été construite pour des personnes capables de voler. Harry n'a vraiment pas envie de marcher autant, mais Libra lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car elle a la solution parfaite en tête. Elle active son mode jet, avant que Lufa ne puisse émettre la moindre objection, elle attrape tout le monde avant de s'envoler vers le côté obscur de la ville. Ils arrivent tous sains et saufs, mais le bruit d'un moteur à réaction à cette heure tardive réveille tous les êtres aux ailes sombres du quartier, qui sortent pour voir ce qui se passe. Lufa gronde Libra pour avoir fait autant de bruit à une heure aussi tardive, mais Libra se moque des sentiments des gens, à part ceux de Lufa, et ne voit donc aucun problème à ce qu'elle a fait. La foule est toujours très confuse, alors Dina se présente comme une commerçante indépendante et explique à tout le monde que ce sont ses compagnons. Lufa s'excuse alors pour le dérangement causé et assure aux habitants que cela ne se reproduira plus. Les gens ici semblent plutôt sympas, et l'un d'entre eux possède justement une auberge, il invite donc Lufa et les autres à passer la nuit chez lui s'ils cherchent encore un endroit où dormir. Lufa décide d'accepter son offre, car Harry semble assez fatigué. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle est allongée dans son lit, elle fait un cauchemar terrible. Il s'agit d'un flashback sur le passé de Lufa, où elle était maltraitée par son père. Apparemment, un groupe d'enfants du quartier la harcelait, mais rien n'avait été fait jusqu'à ce qu'elle riposte. Son père la battait alors violemment et lui disait de ne plus jamais quitter cette pièce, car elle était une honte pour toute sa lignée, tout cela parce qu'elle était née avec des ailes sombres. Son père est ensuite immédiatement retourné à l'intérieur pour rire avec tous ses riches amis aux ailes blanches, tandis que sa fille était laissée seule dans la remise sombre, sans rien à manger. Elle détestait l'injustice de sa vie, mais il y avait au moins une personne qui se souciait encore de Lufa. Plus tard dans la nuit, la mère de Lufa se glissa dans la remise pour voir comment allait sa fille et lui apporter à manger. Même si ce n'était pas grand-chose, Lufa était vraiment reconnaissante d'avoir au moins quelque chose à manger, et sa mère se sentait très mal à l'aise face aux conditions dans lesquelles Lufa était contrainte de vivre, mais elle ne pouvait rien y faire, d'autant plus qu'elle était désormais très malade. Lufa serra sa mère dans ses bras, lui dit que tout allait bien se passer et l'avertit que si elle ne rentrait pas rapidement, son père allait s'en apercevoir. Lufa proposa de la raccompagner pour s'assurer qu'elle rentre en toute sécurité, mais en chemin, elle croisa son père, qui fut consterné d'apprendre que sa femme avait laissé Lufa sortir de la remise. Il lui ordonna de laisser Lufa et de venir vers lui immédiatement, mais Lufa savait que cela signifiait qu'il avait l'intention de punir sa mère, alors elle se plaça devant elle pour la protéger. Cependant, à ce moment-là, Lufa était encore trop faible pour protéger quoi que ce soit, alors il la frappa et la jeta à terre, puis traîna sa femme loin d'elle, la laissant sous la pluie froide à se demander pourquoi elle était toujours traitée ainsi simplement parce que ses ailes étaient d'une couleur différente. Elle se rendit compte que le monde était injuste et que la déesse de la création ne viendrait pas la sauver de sitôt, alors elle allait devoir se sauver elle-même. Elle s'enfuit de chez elle et jura que, quoi qu'il en coûte, elle deviendrait plus forte et mettrait fin à toutes les souffrances de ce monde misérable. À ce moment-là, Lufa se réveille en sursaut, et Libra vient à ses côtés pour voir si elle va bien, car son rythme cardiaque semble avoir augmenté. Lufa lui dit qu'elle vient de faire un rêve sur le passé, mais qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, alors Libra la croit sur parole et se rendort. Cependant, même si elle a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, Céphale est en réalité très inquiet, car il ne se souvient pas avoir écrit ce genre d'histoire lorsqu'il a créé le personnage de Lufa. Cela, ajouté aux souvenirs et aux émotions aléatoires qui l'envahissent depuis son arrivée, doit être les souvenirs de la véritable Lufa, ce qui signifie que ce monde comporte des événements réels qui existent en dehors de ce qu'il a créé dans le jeu. Mais si tel est le cas, alors que son âme occupe le corps de Lufa, il se demande ce qui est arrivé à l'âme du vrai Lufa. Pendant ce temps, dans le château du Seigneur Démon, les 7 luminaires démoniaques sont réunis pour une réunion, mais ils remarquent que Mars est absent et supposent tous qu'il est mort. Ils ne sont pas trop surpris, car il était après tout le plus faible des luminaires, mais ils se demandent si c'est Maigret qui l'a éliminé ou si Harry s'est retourné contre lui. Ce serait vraiment embarrassant si Mars avait perdu contre Harry, mais tout à coup, la luminaire Vénus entre et dit à tout le monde qu'elle sait ce qui est arrivé à Mars. Tout le monde se tourne vers elle et lui demande ce qu'elle a fait ces derniers temps, car personne ne l'a vue depuis un certain temps. Elle leur répond qu'elle a suivi la personne qui a tué Mars.
Tous sont surpris d'entendre cela et demandent à Vénus si elle sait qui est cette personne, mais elle répond qu'elle n'a pas pu s'approcher sans risquer sa vie. Cependant, même si elle n'a pas pu voir clairement le visage de cette personne, elle se souvient qu'elle avait de magnifiques ailes noires. Dès que les autres luminaires entendent cela, la première personne à laquelle ils pensent est Lufa, mais cela ne devrait pas être possible puisqu'ils savent tous avec certitude qu'elle a été tuée par ces héros humains il y a 2 siècles. Ils ne pensent pas que Vénus ment, mais si Lufa est vraiment de retour, alors les démons sont en réel danger, car même le seigneur des démons avait peur de l'affronter seul. Les luminaires demandent à Vénus si elle sait où se trouve actuellement Lufa, et elle leur répond qu'elle se souvient l'avoir vu se diriger vers Galaorn. Les luminaires pensent que c'est une occasion providentielle, car ils avaient de toute façon l'intention de se rendre à Galaorn. Le chef charge donc Vénus et Jupiter de s'y rendre et de surveiller Lufa. Le lendemain matin, Lufa et les autres se rendent en ville pour discuter de leur plan. Merak est toujours le roi régnant ici, mais avec toutes les luttes internes, il sera difficile d'obtenir une audience avec lui. Lufa suggère donc pour l'instant de simplement parcourir la capitale et de recueillir autant d'informations que possible. Lufa souhaite principalement découvrir les conditions de vie des ailes noires, elle décide donc de rester ici. Dans ce cas, Dina se porte volontaire pour enquêter du côté des ailes blanches, et Libra part mener sa propre enquête indépendante. Harry prévoit également d'aller recueillir des informations, mais avant de partir, il a quelque chose à dire à Lufa. Il lui parle d'une des 12 étoiles célestes, Egokro, la chèvre, qui, il y a longtemps, aurait invité Harry à rejoindre l'armée des démons, et qui s'est donc probablement allié à eux. Lufa remercie Harry de lui avoir dit cela, et déclare qu'elle ira chercher Egokro, le prochain sur la liste, mais que pour l'instant, elle va explorer la ville. Elle passe les heures suivantes à flâner dans la ville, et honnêtement, les choses ne semblent pas si mauvaises ici, mais elle tombe alors sur un temple noir géant. Elle se demande pourquoi les gens auraient construit un temple noir pour la déesse de la création, mais lorsqu'elle entre à l'intérieur, elle découvre une statue géante d'elle-même. À ce moment-là, le gardien du temple s'approche, et voyant à quel point elle est confuse, lui demande si elle est nouvelle en ville. Lufa lui répond qu'elle est simplement surprise que les gens d'ici aient construit une statue en l'honneur du plus grand tyran du monde. Le gardien est un peu vexé que quelqu'un qualifie Lufa de tyran, mais il comprend pourquoi certaines personnes pensent ainsi. Le reste du monde voit peut-être l'histoire différemment, mais pour les êtres aux ailes sombres, Lufa était et restera toujours leur sauveuse. Intrigué, Lufa lui demande de lui en dire plus, et il lui explique comment les êtres aux ailes sombres comme lui étaient autrefois victimes d'une discrimination constante de la part de ceux qui avaient des ailes blanches, et comment ils étaient contraints de mener une vie misérable dans des endroits qui s'apparentaient à des bidonvilles. Ils passaient leur journée à vivre dans la peur et à se cacher dans l'ombre, mais Lufa était différente. Alors que les autres se recroquevillaient de peur, elle a utilisé sa force pour prouver qu'elle méritait le respect et la reconnaissance. Elle a ensuite conquis la nation aux ailes célestes et interdit toute discrimination, permettant aux êtres aux ailes sombres de vivre dans la dignité pour la première fois de leur vie. C'est pourquoi ils la vénèrent tous encore aujourd'hui. Lufa demande s'ils ont oublié que c'est Parthenau, l'un de ses subordonnés, qui les a chassés de leur patrie. L'homme se souvient de cet événement, mais il estime que c'était la punition que lui et les autres ailés célestes méritaient pour avoir commis le grave péché de trahir Lufa après tout ce qu'elle avait fait pour eux. En fait, il considère comme une grâce de la part de Parthenau de ne pas avoir été tous tués sur le champ. Mais si c'est ainsi que pensent les ailes sombres, Lufa leur demande ce qu'ils pensent de leur roi, Merak. Dès qu'elle mentionne le nom de Merak, le visage du gardien s'assombrit, car il considère Merak comme l'un des pires imbéciles qui soit, un homme qui se qualifie de héros malgré les terribles choses qu'il a commises. Ailleurs dans la ville, Dina semble attendre quelqu'un, et elle commence à s'énerver car il aurait dû arriver depuis un moment déjà. Pendant ce temps, Libra vole dans les airs et scrute les expressions faciales des citoyens pour voir si l'un d'entre eux a déjà reconnu Lufa, mais rien ne semble sortir de l'ordinaire. Elle aperçoit alors Dina qui, à en juger par sa posture, semble attendre quelqu'un, et plus loin dans la rue, Libra repère une personne qui se dirige droit vers Dina. Mais après avoir examiné de plus près l'apparence étrange de cet homme, elle en conclut qu'il s'agit d'un démon déguisé, et elle descend pour l'intercepter. Libra atterrit devant le démon et lui ordonne de reculer immédiatement sous peine de subir des mesures hostiles. Au début, il essaie de faire croire qu'il est un citoyen ordinaire, mais lorsque Libra lui dit qu'elle a déjà percé son déguisement à jour, il abandonne son rôle et attaque. Libra active alors ses protocoles de défense. Pendant ce temps, Harry est assis à la lisière de la ville. Comme cet endroit a été fondé par l'un des héros qui a trahi Lufa, Harry aimerait tout brûler, mais il sait que Lufa ne le voudrait pas, alors il décide de faire une promenade pour se calmer. Cependant, après un certain temps, il remarque qu'il n'y a personne d'autre aux alentours, et un instant plus tard, une barrière se forme et il se retrouve face à Egokro. Pendant ce temps, Merak est dans son château, en réunion avec les autres ailes de lumière, et il a l'air épuisé, car les ailes de lumière lui ont crié dessus pour qu'il utilise son pouvoir afin de se débarrasser des ailes noires.
Merak a initialement fondé Galaorn pour offrir aux ailes sombres un endroit où il ne serait pas méprisé par les ailes claires, mais Parthenot a ensuite chassé les ailes claires de Vanahem, et il n'avait plus nulle part où aller. C'est pourquoi il les a accueillis à contre-cœur dans cette nation. Mais même si cette terre ne leur appartenait pas à l'origine, ils ont continué à exiger des privilèges spéciaux et à persécuter les ailes sombres. Il a essayé de gérer la situation avec diplomatie, mais malgré tous ses efforts pour les convaincre de coexister avec les ailes sombres, les ailes blanches continuent à le pousser à les expulser. Merak ne sait pas comment résoudre ce problème et il ne se sent pas à la hauteur pour être le roi de cette nation, car il est loin d'être un aussi bon souverain que Lufa. Il est né avec tout ce dont il avait besoin pour réussir, mais Lufa a dû se battre et lutter pour devenir une personne aussi remarquable. Comparé à elle, il se considère donc comme un imbécile incompétent. Pendant ce temps, Lufa se trouve à l'extérieur de la section des Lightwing, et elle sait que le moyen le plus rapide de résoudre le conflit est de convaincre Merak d'agir, mais elle ne sait pas comment entrer en contact avec lui. Ailleurs dans la nation, Libra est engagée dans une bataille contre Jupiter. Elle transforme son bras en canon et lui tire dessus, mais avant qu'il ne soit touché, Jupiter s'écarte d'un bond. Libra essaie ensuite de lui tirer dessus avec son arme, mais il se protège avec un bouclier de vent, puis passe à une attaque à courte portée, tranchant net l'arme de Libra. Après avoir été témoin du style de combat de Jupiter, Libra en arrive à la conclusion qu'il doit être un utilisateur d'éléments, puisqu'il est capable de manipuler le vent à volonté et de trancher net le métal. Jupiter le confirme, mais c'est que sa capacité ne fera pas grande différence. Au même moment, Egokro tente toujours de convaincre Hari de rejoindre l'armée des démons avec lui afin qu'il puisse détruire les héros, mais Hari refuse. Il comprend qu'Egokro agit ainsi pour venger Lufa, mais il lui dit qu'il n'est pas nécessaire de continuer dans cette voie, car Lufa est de retour. Dès qu'Egokro apprend que Lufa est de retour, il se fige, car il a du mal à y croire. Mais il serait logique que ce soit Lufa qui ait vaincu Mars, ce n'est donc pas impossible. Hari dit à Egokro qu'il est temps pour lui de revenir aux côtés de Lufa et de la servir à nouveau. Mais bien qu'Egokro reste fidèle à Lufa, il dit qu'il ne peut pas encore revenir à ses côtés, car s'il n'élimine pas d'abord ses ennemis, ceux-ci finiront par se retourner contre elle une fois de plus. C'est pourquoi le nouvel objectif d'Egokro est de détruire la nation de Merak ainsi que le reste des héros, et une fois qu'il en aura fini avec eux, il détruira également les démons et les offrira en sacrifice à Lufa. Hari essaie de lui dire qu'il n'a pas besoin de faire tout cela, mais Egokro est trop excité pour l'écouter, alors il se téléporte pour mettre son plan à exécution. Après son départ, Hari réfléchit un instant à la situation et, honnêtement, il déteste les héros autant qu'Egokro, donc il n'y a aucune raison pour qu'il veuille empêcher leur destruction. Mais il sait que Lufa n'approuverait pas une telle action, alors il se demande s'il doit lui en parler ou non. Après tout, le quartier chaud de la nation est rempli de salauds qui ont persécuté Lufa à cause de la couleur de ses ailes, donc elle serait mieux lotie si ces gens périssaient de toute façon. Il décide finalement d'attendre de voir comment les habitants du quartier chaud agissent afin de pouvoir prendre sa décision, et s'ils s'avèrent être les mêmes crétins racistes qui ont causé tant de souffrance à Lufa, il les laissera faire face à la destruction. Pendant ce temps, dans les rues du quartier des Ailes de Lumière, l'homme que Dina attend ne s'est toujours pas montré, et elle commence à s'impatienter. Elle se met donc à regarder autour d'elle, et c'est alors qu'elle remarque un homme à proximité qui lui semble vraiment suspect. Elle se dit que cela pourrait être un bon moyen de recueillir des informations, alors elle le suit dans la rue, jusqu'à ce qu'il finisse par s'engager dans une ruelle sombre. Il s'avère qu'il fait partie des Lightwing qui essayaient de convaincre Merak de se débarrasser des Darkwing, et il dit à ses camarades que Merak refuse de se ranger de leur côté, qu'ils vont donc devoir prendre les choses en main et se débarrasser de ces sales Darkwing, même si cela signifie se salir les mains. Il informe également tout le monde qu'on lui a dit que les Ailes Noires se préparaient à la guerre, et lorsqu'on lui demande comment il le sait, il répond qu'un homme nommé Jupiter le lui a dit et qu'il ne leur mentirait jamais, donc cela doit être vrai. Les autres lui demandent où se trouve Jupiter actuellement, mais l'homme répond qu'il ne le sait pas, car Jupiter devait le rencontrer aujourd'hui, mais qu'il ne s'est apparemment jamais présenté, et l'homme pense que cela a un rapport avec ces personnes sans ailes qui sont apparues récemment. Dina a écouté toute la conversation, et d'après ce qu'elle a entendu, il semble que cette nation soit au bord d'une guerre civile, et elle est prête à parier que le Jupiter dont il parle est celui qui attise les flammes. Elle ne sait pas pourquoi il a choisi de ne pas se rendre à son rendez-vous avec les Ailes de Lumière aujourd'hui, mais au moins, elle a maintenant de bonnes informations à partager avec Lufa. De retour auprès de Libra, celle-ci est toujours engagée dans un combat contre Jupiter, et malgré toute la puissance du vent qu'il utilise, il ne parvient pas à ébranler le solide corps de Libra. La seule raison pour laquelle il a tenu bon jusqu'à présent est qu'il est assez rapide pour esquiver tous les coups de Libra, mais elle a analysé son schéma d'attaque pendant tout ce temps, et une fois qu'elle aura terminé ses calculs, il lui sera beaucoup plus difficile d'esquiver, il doit donc trouver rapidement une solution. Il se rend compte qu'il n'a aucun moyen de battre Libra pour le moment, alors il crée une énorme rafale de vent pour soulever de la poussière et obscurcir sa vision afin de pouvoir s'échapper. Libra tente de l'arrêter en soufflant la poussière, mais il est déjà trop tard et Jupiter est parti depuis longtemps. Plus tard dans la journée,
Tout le monde se retrouve pour discuter de ce qu'ils ont appris, et Dina informe Lufa que les ailes de lumière se préparent actuellement à la guerre contre les ailes noires, bien qu'ils aient probablement été incités à le faire par un homme nommé Jupiter. Libra prend alors la parole pour informer Lufa qu'elle s'est battue contre l'un des 7 démons lumineux, dont le nom était Jupiter, mais malgré tous ses efforts, il a réussi à s'échapper. Lufa est surpris d'apprendre qu'un démon a tenté de détruire cette ville alors qu'elle était déjà vouée à disparaître, mais comme Jupiter risque de revenir, Libra demande à Lufa de lui fabriquer des balles et des missiles à tête chercheuse, car elle est à court de munitions. Lufa accepte de fabriquer des munitions plus tard, mais avant cela, elle se tourne vers Harry et lui demande s'il s'est passé quelque chose de son côté. Harry n'a toujours pas décidé s'il devait laisser détruire les Lightwing ou non, alors pour l'instant, il ment et dit à Lufa que rien de notable ne lui est arrivé. Lufa le croit sur parole et raconte alors à tout le monde ce qu'elle a observé dans le quartier sombre. Les habitants de ce quartier nourrissent une haine sans fin envers ceux du quartier lumineux, et il est très probable qu'une guerre civile éclate bientôt. Mais d'un autre côté, les Darkwings semblent avoir érigé une statue de Lufa dans leur temple et la vénèrent. Après avoir entendu cela, les autres approuvent pleinement le quartier sombre, et Libra suggère même qu'il devrait se rallier au camp des ailes sombres pendant la guerre civile. Mais Lufa lui répond qu'elle n'a pas l'intention de prendre parti. Si une guerre civile éclate, cette nation s'effondrera et cela donnera aux démons l'occasion rêvée d'envahir le pays, ils doivent donc empêcher cela à tout prix. À cette fin, elle demande à Libra de capturer Jupiter la prochaine fois qu'elle le verra. Libra demande si cela signifie qu'elle n'a pas le droit de tuer Jupiter, alors Lufa lui répond qu'ils ont besoin de lui vivant afin de le forcer à témoigner devant tous les Lightwing. Cependant, la sécurité de Libra reste la principale préoccupation de Lufa, qui lui demande donc d'être prudente lorsqu'elle affrontera Jupiter la prochaine fois. Plus tard dans la nuit, Lufa est occupée à fabriquer des munitions supplémentaires pour Libra, et elle se demande comment les choses en sont arrivées là. Au départ, elle n'était venue ici que pour rencontrer Merak et découvrir s'il était un joueur ou non, mais maintenant, elle se retrouve coincée à essayer d'empêcher une guerre civile. Pendant ce temps, dans la forêt, Jupiter pique une crise de colère car, avec Libra dans les parages, il ne peut plus se risquer à s'approcher de la ville. Et si elle est là, cela signifie que Lufa doit également être dans les environs, ce qui compromet sérieusement le plan visant à détruire la ville. À ce moment-là, Vénus arrive et demande à Jupiter pourquoi il est si contrarié, mais il n'apprécie pas son ton condescendant, d'autant plus que Vénus n'a rien fait pour l'aider lorsqu'il était attaqué par Libra. Cependant, Vénus répond qu'elle a attendu tout ce temps au point de rendez-vous prévu, mais qu'il ne s'est jamais présenté, et que ce n'est pas de sa faute. Jupiter lui demande pourquoi elle a conduit Lufa au centre de la ville, mais Vénus lui répond qu'elle n'est pas assez forte pour l'arrêter et qu'elle n'a donc rien pu faire pour l'empêcher d'entrer dans la ville. Jupiter ne peut pas contester cette logique, mais il est toujours très contrarié car le plan consistait à inciter les Lightwing à déclencher une guerre civile et à se détruire eux-mêmes afin que les démons puissent intervenir et détruire Merak. Mais avec Libra à sa recherche, Jupiter ne peut pas s'approcher de la ville sans qu'elle le trouve. Vénus dit qu'elle se sent un peu coupable de ne pas l'avoir aidé plus tôt, mais c'est pour cela qu'elle lui propose son aide maintenant. Elle dit qu'elle peut occuper Libra pour lui afin qu'il puisse mener à bien son plan, mais qu'elle ne peut le faire que pendant environ 20 minutes, il va donc devoir agir rapidement. Pendant ce temps, dans la ville, Lufa vient de terminer l'alchimie des munitions demandées par Libra, qui l'appelle pour qu'elle vienne chercher ce dont elle a besoin. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Libra soulève sa jupe au-dessus des munitions, et d'une manière ou d'une autre, tout y rentre, mais Lufa n'a aucune idée de comment. Libra remercie Lufa pour les munitions et promet que la prochaine fois qu'elle verra Jupiter, il ne lui échappera pas. Mais d'un autre côté, Libra lui demande si elle sait où est partie Dina, car ses capteurs indiquent qu'elle ne se trouve plus dans un rayon de 100 km autour de cette ville. Lufa répond à Libra qu'elle n'a pas à s'inquiéter, car Dina est simplement capable d'utiliser la magie de téléportation pour aller où elle veut, et qu'elle devrait donc être de retour d'un moment à l'autre. Cependant, Libra a quelques questions à ce sujet, car elle se demande si la magie de téléportation dont parle Lufa est Exgat. À la connaissance de Libra, il n'existe aucun autre sort dans ce monde qui permette la téléportation à part le sort Exgat. Et lorsque Lufa essaie d'y réfléchir sérieusement, elle commence à avoir mal à la tête. Il n'existait pas de magie de téléportation il y a 200 ans, et un sort aussi pratique n'a jamais existé dans le jeu en ligne Exgat. En fait, dans le jeu, Exgat n'était qu'un terme utilisé dans le cadre du décor, donc personne ne pouvait réellement apprendre le sort. Mais si Dina était capable d'apprendre un sort comme celui-ci et de l'utiliser à volonté, qu'est-ce que cela faisait d'elle? Lufa ne comprend pas pourquoi elle ne s'en rend compte que maintenant, ni pourquoi elle ne s'était jamais interrogée sur les origines et les capacités de Dina jusqu'à présent. Elle aurait probablement dû le faire plus tôt, mais elle dit à Libra qu'une fois que Dina sera de retour, elles auront une petite discussion avec elle. Peu de temps après, Dina revient à l'auberge, mais à sa grande surprise, la pièce est complètement sombre et elle est soudainement tirée vers une chaise, un projecteur braqué sur son visage, afin qu'elle puisse être interrogée.
Dina possède à la fois des pouvoirs de manipulation de la mémoire et de téléportation, ainsi qu'un talent et des connaissances suspects pour quelqu'un qui était autrefois un PNJ. Il est donc impossible que Lufa l'ait réellement oublié si elle était dans le jeu original. Tout d'abord, Lufa demande à Dina si sa magie de téléportation est en fait le sort Exgat, et Dina ne le nie pas, ce qui choque Lufa, même si, maintenant qu'elle y pense, Dina n'a jamais vraiment essayé de cacher ses capacités. Et Lufa se souvient que le sort Exgat a été utilisé pour la convoquer dans ce monde, donc ce n'est pas comme si le sort était impossible à utiliser pour les gens normaux. Il est toutefois étrange que Dina puisse l'utiliser à volonté, alors Lufa l'interroge sur ses capacités, mais Dina s'offusque et se met à crier qu'elle a travaillé dur ces 200 dernières années pour se démarquer, et Dina semble vraiment sérieuse à ce sujet, alors Lufa décide de laisser tomber pour l'instant. Dina est soulagée que Lufa ne la soupçonne plus, mais maintenant que l'enquête est terminée, dans un tout autre registre, Dina mentionne qu'elle devrait pouvoir transporter Libra, où elle veut grâce à son pouvoir Exgat. Lufa est surpris d'entendre cela, car Dina avait précédemment déclaré qu'il était compliqué de transporter d'autres personnes, mais elle explique que Libra étant un golem, elle est techniquement un objet, et que les restrictions d'Exgat ne s'appliquent donc pas à elle. En fait, elle suggère qu'il teste cela immédiatement, et Libra n'y voit aucun inconvénient, car Jupiter n'a pas encore attaqué la ville et il est très improbable qu'il lance une attaque pendant le court laps de temps où Libra sera absente. Elle dit à Lufa qu'elle sera de retour dans environ 10 minutes, puis Libra et Dina se téléportent. Mais moins de 10 secondes plus tard, Jupiter lance une attaque et détruit une partie du quartier de Lightwing. C'était la fin de l'épisode 8. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.